Beaucoup, merci à vous d'être présent. Donc effectivement c'est une conférence qui se place dans le cadre de la transition énergétique, traiter de la future réglementation thermique 2020, donc maintenant 2050 et voir ce qu'il est possible de faire. Donc c'est pour ça que ce soir donc, on a basé la conférence sur la construction bois, je pense être une réponse au problème du CO2. Donc on a comme intervenant d'abord Sébastien Delpont qui va prendre la parole après moi, qui va présenter la rénovation, et Julien Penzek. Actuel, c'est un peu ça. La scène est composée du fait que le bâtiment dépense 45% de l'énergie produite en France et rejette à peu près 25% du CO2. Parallèlement à ça, on a un deuxième problème qui est le problème légal, si on veut. Donc la loi énergie-climat qui a été votée en novembre dernier nous impose de réduire d'un facteur 6 les rejets de CO2 à l'horizon 2050. Et le troisième problème, c'est que 75% des bâtiments de 2050 ont déjà été construits. Donc c'est cette triple problématique qui va devoir nous obliger à trouver des solutions nouvelles par rapport aux défis qui s'annoncent à nous. Alors évidemment, on pense beaucoup à l'empreinte carbone des bâtiments qu'il faut penser à réduire. Donc il y a une partie effectivement qui est liée à l'usage, puis il y a une partie qui est liée à la création du bâtiment. Alors le béton est effectivement en ce moment un peu tiraillé par les, les citoyens de Extinction Rebellion qui ont bloqué des cimenteries en région parisienne. Avant-hier, c'était Saint-Denis, il y a 3 jours, c'était Bois-Colombes. Donc effectivement, il y a un problème. Le béton est un matériau magique qui a été très développé à partir du début du XXe siècle. Aujourd'hui, effectivement, on est dans des consommations qui sont relativement délirantes. Parce qu'effectivement, si on considère qu'une tonne de béton, c'est à peu près une tonne de CO2, on fabrique actuellement, on est à 8 milliards de tonnes de béton par an au niveau mondial. Donc ça correspond à peu près à 8% des rejets de CO2 de la planète. Donc on comprend pourquoi c'est un peu tiré sur l'ambulance, c'est un peu facile, mais il faudrait effectivement qu'on réfléchisse à l'utilisation aussi massive qu'on fait aujourd'hui du béton Portland, qui est le gros problème. Donc, au niveau mondial, on coule 200 mètres cubes de béton à la seconde. Donc un mètre cube de béton, c'est à peu près 2 tonnes. Donc en gros, il faut avoir en tête qu'on produit 200 tonnes de CO2 à la seconde. Donc ces valeurs qui dépassent un peu notre entendement, parce qu'on se demande comment on peut faire. Enfin bon, maintenant, c'est-à-dire que le béton, c'est le produit manufacturé le plus utilisé au monde. Donc cette pierre liquide qui a été d'une utilité magique pour construire tous les bâtiments du XXe siècle, il faut peut-être repenser à son utilisation au XXIe siècle. Alors d'autant plus qu'il y a des solutions. Il y a les bétons bas carbone. Cette société donc vendéenne qui se propose de diviser par 4 le contenu des bétons. Enfin bref, le but de la conférence n'est pas le béton, mais il faut avoir en tête qu'il y a aussi des solutions en bas de béton. Alors la RE 2020, j'en parlerai pas, puisque maintenant elle est en phase de réalisation très rapprochée, puisque les décrets vont être passés dans le courant de l'année. Mais le but est, comme toujours des conférences qu'on organise chez Centrale Énergie, c'est de voir s'il n'est pas possible de faire mieux, de dépasser ce qu'on veut faire, de dépasser le niveau de la voiture balai, qui est le niveau de la réglementation thermique ou la réglementation environnementale. Alors, pourquoi la construction bois Parce que la construction bois,
si on réfléchit à ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, si on prend par exemple l'année 1900, finalement c'est pas tellement loin de chez moi. Mon grand-père en 1900, il était à peine trentenaire, donc c'est un moment assez charnière. C'est aussi le moment où l'empreinte carbone de la population européenne était d'1 tonne par an. Hein, donc alors que maintenant, vous le savez sans doute, on est plutôt à 7 tonnes par personne. Hein, donc effectivement, ce passage de 1 tonne qui était assez résilient, hein, à 7 tonnes aujourd'hui implique effectivement un développement massif de l'utilisation des combustibles fossiles. Et c'est assez surprenant, d'autant plus qu'on pourrait peut-être, sans vouloir retourner à la bougie et aux cavernes, parce que 1900 pour moi c'est pas la bougie, c'est pas les cavernes, c'est quasiment avant-hier pour ce qui me concerne, et c'était une époque où on était tout à fait résilient. Alors maintenant la construction bois a des problèmes, hein, il faut le nommer aussi, hein. Dans l'imaginaire collectif, le feu de Londres en 1666, ça a été quelque chose d'absolument marquant. Et ce qui s'est passé en France avec le bazar de la charité il y a pas tellement longtemps, c'est aussi des événements qu'il faut avoir en tête. Maintenant, le bois fait beaucoup d'avancées en très peu de temps. Hein, donc on parle de bâtiments de retour d'expérience sur les bâtiments bois de plus de 8 mètres de hauteur. Donc effectivement, on peut maintenant, avec le bois, faire des choses assez efficaces. D'autant plus que le bois, finalement, c'est un carbone capture and storage qui est naturel. Alors, quelques exemples de bâtiments bois qui ne viennent pas forcément de France, puisque pour les bâtiments français, on en parlera avec M. Penzek. Ici, vous avez donc ma tour haut à Vienne, c'est une tour de 84 mètres de haut en tout bois. Hein, donc, les locataires sont en train de rentrer dans les appartements. Et puis, ce qu'on voit aussi sur la seconde photo, donc c'est la Life Cycle Tower de Dornbirn. C'est une tour qui est assez, dont on a beaucoup parlé parce qu'elle est construite avec beaucoup de bois, même s'il y a des planches en béton. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle a été construite en 1 semaine. Hein, donc il y a eu 1 an, 2 ans de préparation, mais la construction en elle-même de cette tour de 16 étages a été faite exactement en 1 semaine. Donc c'est là qu'on voit l'un des avantages de la construction bois, c'est cette très forte préfabrication qui permet effectivement de faire des constructions très rapides sans beaucoup gêner le paysage urbain. Donc c'est ça, je pense, l'une des forces de la construction bois moderne. Et en ce qui concerne la rénovation, l'avantage de cette construction bois, c'est effectivement peut-être d'arriver à massifier davantage les rénovations qui sont aujourd'hui le gros désavantage de la rénovation, puisqu'on a aujourd'hui, vous le savez, on a 7 millions de précaires énergétiques en France qui attendent avec impatience de vivre dans des bâtiments décents. Voilà, c'est en gros le panorama auquel on va devoir répondre avec nos 2 intervenants, donc Sébastien Delpont dans un premier temps, et puis ensuite on va répondre à vos questions concernant la rénovation à la fin de la conférence de Sébastien, et puis ensuite on donnera la parole à Julien Penzek pour la construction neuve. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Juste en 2 mots, moi je travaille pour une entreprise qui s'appelle Greenflex, en 2 mots, savoir qui je suis.
qui est une entreprise un peu bizarre, qui a en fait 4 métiers sous le même toit, des métiers de conseil, des métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des métiers de solutions logicielles et de solutions de financement. Et notre créneau, c'est d'accompagner des organisations, principalement privées mais aussi un peu publiques, à aller plus vite, plus fort sur ces questions de transition écologique. Sachant que voilà, les transitions sont nécessairement multi-ingrédients, parfois pour des idées, parfois il faut de l'argent, parfois il faut des moyens, des outils logiciels. Et donc un des projets qu'on mène, parmi les nombreux, qui occupe 25 personnes sur les 500 d'entreprise, c'est ce projet Énergispan. Et donc on est une entreprise plus globale, Greenflex, dont ceci est un des projets. Je vais vous épargner la présentation globale pour en venir peut-être directement au projet et ce qu'on emmène sur ces questions de transition. Voilà, et on va arriver de façon assez directe à ce projet. Donc c'était introduit, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que 75% de la ville de 2050, c'est la ville de toilettage microscopique qu'on arrivera à régler à grande échelle ce problème industriel de la précarité énergétique. Et on a un vrai challenge sociétal d'industrialiser la sortie massive des précaires de leur situation très douloureuse. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de rénovations énergétiques, si on les veut un peu ambitieuses, qui coûtent cher. Le sujet, c'est de se dire comment prendre le fait que ce qui est une réalité n'est pas une fatalité. Et qu'aujourd'hui, trop souvent, les politiques publiques sont face à deux choix. Est-ce que je fais beaucoup de chaudière? Puis, il y a un sujet, comment on traite les gens pour qu'on les sorte de la précarité pour toujours, parce qu'on a réduit les besoins énergétiques de 80 à 100%. Et le sujet, c'est qu'on doit sortir de ce diptyque où on va faire soit beaucoup de rénovations pas chères, mais à faible ambition, soit très peu de rénovations très ambitieuses. Et de se dire qu'on doit sortir de cette vision qu'il y a deux choix. On doit avoir un troisième choix, et c'est ce qu'on explore avec un certain nombre d'acteurs économiques de l'écosystème. Comment faire beaucoup de rénovations très ambitieuses, mais moins chères. Et toute la question, c'est comment on sort d'une approche qui serait trop sur mesure pour créer une forme de prêt-à-porter de la rénovation énergétique, pour lequel des solutions bois sont une voie intéressante. Et le sujet, c'est de se dire, oui, c'est pas l'approche habituelle, on a une approche artisanale de la rénovation énergétique. Notre vision, c'est qu'il faut accompagner ce changement. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, il arrivera quand même. Mais il arrivera par des acteurs un peu bulldozer, voilà. Des gens aussi peu dotés de moyens financiers que Google commencent à se poser des questions sérieuses. Qu'est-ce que Google a à voir avec la rénovation énergétique? Google a à voir que ce braves gens, ils ont racheté une société qui fait des thermostats connectés, et ils savent de façon extrêmement fine ce que sont la consommation d'énergie dans les ménages et les maisons. C'est des gens qui ont un applicatif qui s'appelle Google Earth, Google Street View. Ils ont développé un add-on Google Sunroof et ils savent au numéro 13 de la rue à Sablé-sur-Sarthe quelle est la consommation énergétique précise des gens et quel est le produit type solaire. Et ces gens-là envisagent, même si ce n'est pas encore officiel, c'est officieux, de faire demain un équivalent Booking.com de la rénovation. Bien évidemment, ce n'est pas un salaire Google qui va venir faire la rénovation, mais en tout cas, l'idée, c'est eux de faire un péage et un droit de passage pour prendre 20% de la valeur, de la chaîne de valeur du BTP, pour faire de la mise en relation entre les particuliers et les artisans locaux. Donc peut-être que grâce à leur talent, parce que s'ils espionneront mes conversations internet, ils sauront que moi je lis beaucoup modes et travaux, et donc il faut me parler ce discours pour me convaincre, ou je suis plus souvent sur radin.com, et qu'il faut me parler économie, mais ils savent qui je suis. Et donc ces gens-là, de façon très habile, permettront peut-être que le marché de la construction, de la rénovation fasse x4, mais avec 20% de chiffre d'affaires qui ira aux Bermudes, plutôt que d'aller dans la chaîne de valeur du BTP. Et donc voilà, ce futur, de toute façon, on peut se voiler la face et dire qu'il n'arrivera pas, ou se dire qu'on doit devancer l'appel, et se dire comment on innove de façon un peu radicale pour faire bouger les lignes, avec des approches un peu différentes, un peu plus massives et radicales dans leurs ambitions et les moyens, pour arriver à ne pas attendre le débarquement des Américains. D'autres gens sérieux commencent à se positionner. Il y a une entreprise américaine qui s'appelle Catera, qui a levé des fonds, 1 milliard d'euros, pour arriver à structurer des approches dans leur site, avec une approche initiée dans la construction neuve, qui commence à déporter sur la rénovation. Voilà, aussi des gens comme Amazon commencent à aussi s'intéresser sérieusement à ces questions. Alors pareil, on se dit quel rapport entre la livraison de colis et la rénovation énergétique. Alors en fait, c'est vu comme un produit d'appel, la rénovation énergétique. Si on a un petit rappel historique, par le passé, il y a un jour, il y a des supermarchés qui se sont dit on va vendre du carburant. On dit mais pourquoi? Parce que la vente de carburant est un produit d'appel pour vendre des petits pois. Et donc, c'est de me dire une appétence de tout le monde. Aujourd'hui, 50% du marché de la vente de carburant s'est fait plus chez Esso et chez Total, il se fait donc chez Leclerc, chez Carrefour. Et la vision d'Amazon est la même chose, c'est de se dire aujourd'hui, eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre des parts de marché à Carrefour et à Auchan pour que les gens restent chez eux, pour dire j'ai faim, je veux une pizza. Et donc le deal, c'est ils vous payent une partie de la rénovation énergétique sous réserve que vous autorisez l'installation d'Alexa à leur boîtier smart home virtuel pour passer commande. Donc ces gens-là sont prêts à casser les prix de la chaîne de valeur, c'est les initiatives sur le monde américain, dans l'objectif
c'est de faire de la concurrence déloyale aux acteurs en place, dans l'objectif de prendre des parts de marché, aux États-Unis en l'occurrence Walmart, peut-être dans un futur moins lointain, voilà, Système U, Leclerc en France. Donc il se passe des trucs bizarres avec des acteurs avec des approches atypiques qui commencent à se poser des questions et de se dire, et si on allait disrupter un petit peu ces marchés? Cette approche, c'est de se dire, ne nous voilons pas la face, est-ce que c'est certain? Non. Est-ce que c'est plausible? Oui. Donc comment on travaille de façon un peu différente pour ne pas attendre cette disruption, pour travailler de façon un petit peu plus différente ces marchés. Ensuite, Energy-Strong, c'est quoi l'esprit? C'est de se dire, on veut arriver à se dire qu'il faut qu'on arrive à faire des rénovations très qualitatives moins chères. Comment arriver à ça? Et le parti pris, c'est de se dire, tiens, il y a quelque chose qui a fonctionné pour créer un marché écologique de performance. Tous les marchés n'ont pas réussi ça, c'est le bio. Dans l'agroalimentaire, c'est quoi l'idée? C'est de se dire qu'à un moment, il y a une promesse simple, qui est compliquée, qui est de se dire faire du zéro pesticide. Et pour le coup, c'est quelque chose qui parle aux gens. On aime, on n'aime pas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le seul produit qui prend 20% dans les rayonnages chaque année. C'est quelque chose qui est identifié, qui est lisible. Parce que la difficulté, c'est que personne ne comprend ce que c'est qu'une rénovation énergétique. Est-ce que j'ai changé ma chaudière, j'ai changé de fenêtre, c'est une rénovation énergétique? Et on veut dire oui, c'est pas cher. Mais quelqu'un dit mais non, mais moi j'ai fait une isolation par l'extérieur avec des solutions bois. Forcément, on parle de choses très différentes, aux impacts différents, aux conséquences différentes. Comme toujours, personne parle de choses différentes, personne ne comprend rien. Et qu'aussi, quand on ne va pas suffisamment loin dans l'ambition, c'est juste illisible et personne ne comprend la valeur. Personne ne recherche des produits qui font moins 27% de pesticides. Ça ne fait rêver personne. Ce n'est pas un produit simple et complexe, ou qui fait envie. L'idée, c'est de la même façon, si on veut créer un désir de rénovation, il y a un moment, il va falloir oser avoir une locomotive sur le marché, une approche très radicale dans l'ambition. Donc le bio a fonctionné au départ en étant zéro pesticide. Au départ, c'était 0,01% du marché. Puis c'est devenu 1, puis 2, puis 4, puis 5. Il y a aujourd'hui des produits dans l'agroalimentaire, c'est 15 à 20% du marché. Donc l'approche, c'est de se dire, ces approches d'ambition radicale, et le bio l'a permis, ça permet de développer des solutions, des innovations, des technologies qui sont maintenant utilisées par d'autres agriculteurs dans d'autres pratiques de façon plus large. Et l'approche qu'on développe, c'est exactement ça. C'est de se dire comment il y a une approche un peu radicale dans ses ambitions énergétiques et ses solutions, parce qu'on vise du zéro énergie garantie sur 30 ans, qui a la vocation d'être un peu tête chercheuse, locomotive, pour aider au développement d'innovations qui vont permettre de tirer le marché vers le haut. C'est un petit peu l'ambition qu'on a. Donc est-ce que tous les bâtiments se prêtent à une rénovation zéro énergie garantie? Non. De la même façon qu'on ne bascule pas du jour au lendemain un marché de l'agroalimentaire du 100% conventionnel ou 100% bio, mais il y a une trajectoire. Et ce qui est sûr, c'est que par contre, on n'a pas de transition du monde agricole si le bio n'existe pas. Donc le sujet, c'est comment s'en servir. Donc l'ambition, les gens se sont dit, au départ, c'est une approche hollandaise. Energy-Strong, ça veut dire saut énergétique. Et ils se sont dit, voilà ce qu'on veut tenter. Est-ce que ce sera compliqué? C'est une évidence. Mais par contre, est-ce que ça vaut le coup d'être mené? Oui aussi. Et ils se sont dit, ces approches atypiques, à un moment, on ne peut pas avoir tous les lièvres à courir en même temps. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est beaucoup de marchés, de sous-marchés différents. Le marché des copropriétés privées ne répond pas à la même logique économique que celui des logements sociaux, qui ne répond pas à la même logique de marché que celui de la maison individuelle. C'est encore compliqué quand on parle de bureaux, quand on parle de bâtiments éducatifs. Donc se dire, commençons par choisir un segment de marché sur lequel on fait les choses bien, et on attaquera les autres dans un temps d'eux par effet dominant. De la même façon, on voit que dans les véhicules électriques, ça n'existe pas, les pneus space électriques. Ça commence par du Tesla très très haut de gamme, des voitures où on est prêt à mettre 150 000, on est prêt à mettre 180 000, c'est pas le sujet, ou par des Zoé. Mais il y a un moment, il y a un marché qui est attaqué par les deux bouts, par ces solutions innovantes, et de proche en proche, les développements technologiques fait qu'on sera capable de faire des véhicules électriques rentables qui seront attractifs à tout le marché. Et donc tout ça, on a un rôle, nous, et c'est cette politique publique hollandaise qui est atypique, c'est de se dire, il y a plein d'actions qui ont été menées par des architectes, des constructeurs, des industriels, des maîtres d'ouvrage qui ont essayé de faire des choses mieux, mais on a parfois, sur ce marché de la rénovation, l'offre qui n'a pas rencontré la demande. Et le travail qu'on mène, combien même il y a une intervention publique pour soutenir des maîtres d'ouvrage qui veulent aller un peu loin dans leurs ambitions, ou des acteurs économiques qui veulent trouver des solutions, le modèle Hollande Energy-Strong, c'est qu'on va financer aussi l'intermédiation. On a des intermédiaires d'intérêt général qui sont là pour un temps limité, pour arriver à ce que s'alignent les contrats, les pratiques, dont la vocation est de disparaître quand le marché est, en tout cas, parti et robuste. Donc moi, mon équipe, elle est payée à 100% par les pouvoirs publics. On a d'abord été payé par la Commission européenne, l'ADEME et la Caisse des dépôts. Là, on est payé donc par l'État et l'Europe pour faire ce travail d'intermédiation, c'est des facilitateurs qui sommes entre les maîtres d'ouvrage, les gens qui sont propriétaires de logements, et nous on a commencé dans le logement social, et ensuite les fournisseurs de solutions. Et l'idée, c'est comment on crée des marchés gagnant-gagnant entre ces maîtres d'ouvrage et ces fournisseurs de solutions, qui sont des équipes d'industriels, de maîtres d'ouvrage, d'architectes, de bureaux d'études, de mainteneurs, d'industriels pour arriver à ça. Bien évidemment, en lien étroit avec les financeurs,
des gens dans le logement social comme la Caisse des dépôts, des financeurs de projets énergie renouvelable, et bien évidemment les autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Et notre travail, c'est d'essayer d'aligner les intérêts, de voir à quelles conditions ça fonctionne. La vision caricaturale, c'est de se dire qu'il y a toute une série de logements aux caractéristiques assez homogènes en fait, et peu remarquables architecturalement, sur lesquels ces solutions de prêt-à-porter de la rénovation énergétique pourraient fonctionner. On ne va pas faire la place des Vosges avec des solutions de façade bois préfabriquées, et c'est pas grave. Il n'y a pas de précaire place des Vosges. Par contre, on a des banlieues dortoirs dans lesquelles ont été construits entre 45 et 70 avec des approches industrielles très similaires, pour le coup. Rhabiller ces passoires énergétiques, on va plutôt apporter de la qualité architecturale réelle et aider à des projets de transformation de quartier. Donc aujourd'hui, voilà, est-ce que cette approche, elle s'est adaptée à 60, 40, 30% des logements selon les territoires? Ça va varier. Mais ce qui est sûr, c'est que cette approche, elle fait sens sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de logements. Hein, l'idée, c'est de se dire, entre le tricot, voilà, un artisan sympa qui fait ça à petite échelle, et la haute couture, des entreprises du BTP françaises remarquables, qui nous font le Vidiec de Millau, la Fondation Louis Vuitton, il y a une place pour une forme de Zara de la rénovation énergétique. Comment on fait beaucoup de fois des rénovations performantes moins chères, avec quelque chose de qualitatif. On n'est pas obligé de choisir entre le tailleur et le tricot. Il peut y avoir du prêt-à-porter entre les deux. Et nous, c'est ce segment de marché qu'on vise à aider à développer, qui n'est absolument pas une approche unique, mais une approche parmi d'autres. Il y aura toujours des bâtiments remarquables en face de cathédrales qu'on rénovera de façon artisanale, mais il y a aussi besoin de ce type d'approche. Alors, est-ce que c'est forcément moche de faire de la rénovation avec des éléments fabriqués hors site, avec notamment souvent des structures bois, mais qu'on n'en pas forcément en bardage bois en aspect extérieur? Pas forcément. Donc là, on a des approches où sur une maison, on a essayé d'assembler ça pour faire des solutions de façade rénovées de 4 mètres sur 12. Les gens aiment l'aspect brique, c'est possible. Voilà, les gens, ils ont voulu travailler sur cette opération avec un aspect brique blanche pour donner un aspect extérieur différent. Mais pour la faire courte, on a 3 macro-lots qui sont un lot façade isolé préfabriqué et souvent en structure bois. Ensuite, il y a un lot de système énergétique qu'on essaye de plugger par l'extérieur pour éviter de passer trop de temps à faire les travaux. Et puis d'une toiture isolée préfabriquée qu'on va poser sur la façade existante. Donc les deux bâtiments étaient identiques préalablement. On voit bien qu'il y a la façade nouvelle et donc d'une hauteur différente. Là, initialement, tous les logements étaient identiques dans leur approche et leur couleur. Ils ont décidé de varianter en tout cas ces coloris pour recréer de la diversité architecturale dans ces vies de quartier. Et puis, donc, pourquoi ils ont commencé sur des maisons individuelles? Parce qu'ils se sont dit, cette ambition de zéro énergie, c'est compliqué. Si l'ensemble de mes usages énergétiques doivent être compensés par la production locale d'énergie renouvelable, on va commencer par un étage. Se dire qu'on va faire du 32 étages, dont une toiture photovoltaïque va subvenir à 100% des besoins énergétiques, on se dit, le challenge est compliqué, on va commencer par un étage. Mais, ayant travaillé d'abord sur ces bâtiments de maisons individuelles, ils sont passés ensuite à du petit collectif. Donc là, on voit un bâtiment R+3 sur lequel ce travail a été mené dans un temps 2. Et puis ensuite, ils sont arrivés sur du R+4 et le travail se développe de projet en projet. Voilà, on peut travailler de façon architecturale avec des choses originales, rapporter des balcons qui n'existaient pas dans la version précédente pré-rénovation, mais post-rénovation, on les a rajoutés. On peut rajouter une vraie qualité architecturale sur ces sujets. Donc cette ambition, c'est quoi? Ce qu'est des charges énergie Sprong, énergie zéro garantie, c'est voilà, cette ambition, soyons clairs. C'est simple et lisible, mais c'est de se dire, voilà, on a besoin d'avoir une promesse dans un secteur où les gens ne croient pas en la performance. On parlait des arnaques à la rénovation, des proches qui se font appeler. Non, voilà, non. Nous, on arrête cette logique de moyens. Nous, on veut des résultats. Et il y a une garantie. Donc c'est de se dire, ensuite, bien évidemment, ça va avec des conditions, cette garantie, mais elle doit exister. Et sur 30 ans, sur le temps. Ensuite, l'idée, c'est comment on développe un modèle d'affaires pour lequel il y a une rentabilité, un modèle d'affaires qui tourne. Ce qu'on veut dire, c'est que si initialement le maître d'ouvrage avait prévu de mettre 30 000 € de travaux dans la rénovation de son logement, et le ménage allait passer, bon an mal an, de 1 800 € de facture énergétique à 1 500 €. On a quelqu'un qui va continuer à payer 1 500 € de facture sur les 30 prochaines années. Donc le pari, il est le suivant. Il est de se dire, 1 500 € de facture x 30 ans, ça fait 45 000. Donc est-ce qu'on est capable, au lieu de faire 30 000 € de travaux, de nous faire 75 000 € de travaux? Je réinjecte tous les montants de factures futures en énergie en travaux. Mais le deal, c'est de se dire, boîte de BTP, architecte bureau d'études, on est prêt à passer un marché de travaux avec 2 fois plus de chiffre d'affaires, plus que 2 fois plus. Par contre, le deal, c'est que post-travaux, vous devez garantir un résultat, zéro énergie sur 30 ans. Donc se dire, est-ce que vous êtes prêt à travailler différemment, de façon différente, avec des ambitions beaucoup plus fortes, en échange de 2 fois et demi plus de chiffre d'affaires? Et là, on peut avoir un deal gagnant-gagnant qui fonctionne. Autre sujet important, c'est de se dire, on veut qu'il y ait une viralité positive et que les gens les réclament, ces rénovations. Parce qu'aujourd'hui, les rénovations, les gens disent c'est pénible, c'est long, c'est de la poussière. Quand je dois déposer les enfants à l'école le matin, il y a une camionnette
d'un mec qui fait que je ne peux pas sortir de ma voiture, c'est un enfer, je ne le retrouve pas. Non. On veut une expérience vécue de la rénovation qui soit remarquable, et pour ça, on exige un temps de travaux très très très, très restreint. Donc l'ambition, c'est d'utiliser une semaine en site occupé. Et pour ça, pour tenir une semaine, c'est pas compliqué, mais c'est très compliqué, c'est qu'il faut faire du hors-site, préassembler un maximum d'éléments, et c'est là que les solubois sont extrêmement intéressantes, et ces filières sèches, pour préassembler avant et avoir un temps d'intervention minime sur site, c'est ce préassemblage. Et donc l'idée, c'est qu'il peut être fait soit parce qu'un industriel a une usine donc il fabrique ça dans 3 sites en France, soit il y a aussi des usines temporaires où ils vont louer un atelier à 800 mètres du site de la rénovation pour faire ce préassemblage, en tout cas à quelques mètres de l'opération, mais pour déranger les occupants dans une période la plus courte possible. Puis dernier aspect, un logement, c'est pas juste un lieu qui est fait pour ne pas consommer d'énergie. C'est un lieu qui a une propriété fonctionnelle qui doit rendre des gens heureux dans leur habitat. Et comment on répond à ces besoins fonctionnels qui ne vont pas être les mêmes sur tous les types d'ouvrages. Et c'est une évidence, comment on travaille l'amélioration qualitative du logement. Parce que l'idée, c'est on ne vous promet pas des baisses de charges, ce qu'on vous promet, c'est un bouclier énergétique. Jamais demain, vous ne paierez plus cher qu'aujourd'hui, et il y aura une amélioration qualitative du logement. Les gens qui vivent dans ces maisons étaient fiers de payer le fait que chaque année, au lieu de payer une facture énergétique, ils allaient payer un remboursement de travaux. Parce qu'ils disent, j'ai une fierté d'habiter, j'ai plus l'impression d'habiter en logement social, et il y avait une vraie reconnaissance, et puis la fierté d'avoir un bouclier énergétique qui fait que le prix du baril peut augmenter de 75%, leur facture sera stable. Donc ils seront protégés pour toujours de ces variations du coût de l'énergie. Alors c'est sympathique, les gens se sont dit, vous êtes sympa, encore un cas des charges bizarre, on va faire 10 prototypes et puis ça va s'arrêter. Et ça va essouffler comme on l'a fait trop souvent. Et donc les gens ont à raison dit, vous avez besoin de donner la visibilité marché. Et c'est vrai. Il y a un moment, c'est de se dire, si on veut changer d'échelle et faire des rénovations plus efficacement chères, on a besoin de visibilité pour reproduire l'approche. Et donc le pari a été de se dire, il faut qu'on arrive à vous donner de la visibilité. Vous voulez des marchés, on va les donner. Et donc aux Pays-Bas, ce qui a initié l'approche, c'est que 6 bailleurs sociaux se sont dit, on va vous mettre 11 000 logements sur la table. 11 000 logements sur la table, ça commence à être un volume un peu raisonnable pour considérer des investissements en termes de moyens, de méthodes et d'outils pour arriver à faire du volume et du moins cher. Donc il y avait une tranche ferme de 1000 logements, une conditionnelle de 10 000 sous réserve que les entreprises soient au rendez-vous des prix et de la qualité. Mais en tout cas, créer cet engagement volontaire, personne ne les a forcés, en tout cas, ça permet de faire bouger les choses. Et donc l'idée par contre, ce qui est aussi important, c'est que cette approche a réussi parce qu'elle a été multimètre d'ouvrage. Parce que c'est de se dire qu'aujourd'hui, même un bailleur qui a 60 000 logements, c'est des logements qui ont été construits à plein d'époques différentes, par plein d'architectes différents, avec plein de solutions constructives différentes. Alors que parfois, entre les années 70 et 73, les mêmes groupements d'architectes et d'entreprises ont fait chez Seine-Saint-Denis Habitat 800 logements, chez Paris Habitat 300 logements, chez Seine-et-Marne Habitat 3000 logements, et en fait la vraie optimisation pour avoir des typologies architecturales et techniques homogènes, il faut aller piocher un ensemble en volume important, mais dans le patrimoine de différents maîtres d'ouvrage pour constituer des lots cohérents pour lesquels on va avoir des approches massives de la rénovation. Et donc l'idée, c'est de passer à une approche, en tout cas, de mutualisation intermaître d'ouvrage. Et si on revenait au bio, c'est aussi un des succès du bio. Cinquièmement, aujourd'hui, le drame de la rénovation, c'est 10 rénovations, 10 cahiers des charges différentes de rénovation. Et on dit c'est pas possible. Il faut que sur 100 rénovations, on ait 80% du cahier des charges qui soit le même. Parce qu'à un moment, c'est sûr que si on doit réinventer les études à chacun des 100 projets, forcément, ça prend du temps. Là, la question, c'est comment, et c'est vrai un changement culturel dans la chaîne de valeur, comment on se discipline entre maîtres d'ouvrage pour demander des spécifications techniques très homogènes aux opérateurs, pour leur donner de la visibilité et leur permettre de déployer sans refaire toutes les études et avoir des solutions en volume. Et ce qui est intéressant dans ce marché qui a été initié il y a 8 ans aux Pays-Bas, c'est que les gens se sont dit, mais ça c'est encore un boulevard pour les majeurs, il n'y aura pas la place pour les petits. Et bien c'est pas vrai. Il y a 50% du marché qui a été pris par des acteurs agiles et habiles, 50% du marché qui est aussi pris par des majeurs, qui ont aussi des salariés remarquables dans un certain nombre de projets, mais c'est un marché qui peut faire une place tout à fait pertinente pour les PME qu'à des majeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 5 ans, avec cette approche, ils ont baissé les prix de 50%. Et forcément, ça permet sur un segment immense du patrimoine de logement, on fait des rénovations à zéro énergie garantie sans un euro de subvention. Donc c'est vrai que l'idée, c'est qu'à un moment, on a parfois créé des usines à gaz pour simplifier l'accès aux subventions aux gens. Peut-être que ce qu'il faut, c'est qu'on baisse structurellement les coûts, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'un euro de subvention demain en fournir aux gens. Donc tout le sujet, c'est comment on amorce une baisse des coûts pérennes de ces solutions. Alors pour ça, il y a différentes recettes. On évoquait la question du hors-site, et le bois est très intéressant de ce point de vue. Ce n'est pas le seul ingrédient de cette recette. Forcément, il y a eu beaucoup de maquettes numériques qui étaient un ingrédient. Bien sûr, l'utilisation du lean chantier, qui sont d'autres approches, qui ont été plus, en tout cas, rares et nouvelles dans ce secteur d'activité. Mais en tout cas, il y a différentes recettes pour y arriver, et pas une approche unique. La solution de l'entreprise A n'est pas forcément celle de l'entreprise B. Mais ce qui est fondamental, c'est comment on accompagne ce secteur à passer d'une culture projet à une culture produit.
Projet, c'est j'ai 120 logements, je réinvente l'ingénierie et les solutions applicables à ces 120 logements. On dit non, vous devez avoir une culture de la prospective et une culture produit. C'est-à-dire, si je suis un opérateur économique, une entreprise de PACA, je dois me dire qu'en fait, il y a 2000 logements d'une typologie en PACA, 4500 d'une autre, 7600 d'une autre et 8200 d'une autre. Et de ce fait-là, je vais développer une solution dont je vais réfléchir l'amortissement de l'investissement et des études sur ce volume. Et ce qui fait que quand j'ai une première commande de 150, je ne leur facture pas mes coûts de R&D et d'ingénierie que je vais derrière pouvoir appliquer à 8000 logements. Mais ça veut dire que c'est forcément une construction de l'équation économique qui est complètement différente et qui va en rupture de l'approche qui est classiquement de celle d'une boîte de BTP. Mais par contre, qui est l'approche classique de son fournisseur de rang 1, qui est un fabricant de fenêtres ou un menuisier, qui ne va pas amortir l'outil industriel de découpe de bois ou de ses structures sur la première opération. Et donc forcément, ça amène une approche économique différente. Cette culture produit, un exemple de ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que la première opération qui a été faite et qui coûtait très cher, qui n'était pas du tout dans une équation économique qui rentrait pour le bailleur social, puisqu'il a eu un nombre de travaux pour cette rénovation zéro énergie de 140 000 euros. Donc le comptable du bailleur a fait une crise cardiaque, on l'a réanimé, il va mieux. Mais ensuite, cette baisse des coûts de 50% fait qu'on arrive à du 70 000, et paradoxalement, le 70 000, c'est moins cher que les 30 000 d'avant. Parce que quand j'ai 45 000 euros de facture de ménage plus mon budget initial de 30 000, en fait, j'ai une équation économique qui tourne sans 1 euro de subvention, 75 000 euros. Donc si l'entreprise répond à 70 000 euros, ça fonctionne très bien. On peut même baisser les charges des locataires de 5 000 euros ou baisser l'apport en fonds propres de 5 000 euros. Ce qui fait que ça me revient moins cher, paradoxalement, parce qu'on a ce montage différent. Et je disais, première opération, ça coûtait cher, pourquoi? Parce qu'on a eu un chauffagiste, un électricien remarquable, qui ont passé 15 jours à installer tous ces systèmes qu'on voit dans les maisons passives, dans les combles. Mais il y a eu 15 jours de travail, et ça coûtait 25 000 euros. Ensuite, ils se sont dit, il faut qu'on travaille différemment. On va tout préassembler en atelier, dans des blocs intégrés qu'on va plugger en façade. Ce plugage en façade, 4 heures de pause. 4 heures de pause sur site versus 15 jours. Bon, on a préassemblé des choses, il n'y a pas de j'installe le système, il manque un boulon, je retourne chez Point P, je reviens, ah, il manque un truc, je retourne chez Sonépar, je reviens. Alors, la qualité est là, il n'y a pas de doute, il y a plein d'instants qui travaillent très très bien. La question c'est comment arriver à faire, parce que c'est préassemblé, on arrive à faire très efficace, moins cher. Et ce qui permet aussi autre avantage additionnel, c'est quand les systèmes sont accessibles depuis l'extérieur, pour faire la maintenance, on n'a pas besoin de sommer et d'espérer que l'occupant soit là et bien poser sa demi-journée de RTT pour accompagner le technicien et qu'il n'ait pas posé un lapin au technicien. Enfin, voilà, là, limite qu'il soit là ou pas là, le technicien a la clé du local technique et il entretient depuis ça. Donc ça a été une vraie transition culturelle pour le secteur du BTP aux Pays-Bas. Et c'est pas fait en un jour, et baisser de 50% le coût de ces marchés, c'est pas fait en un jour non plus. Il a fallu plus de 5 ans pour y arriver, avec un premier projet où on se rate, mais on essaie de faire mieux, et on progresse de projet en projet, et de prototype en prototype, à une échelle qui est à la fois énorme comme ridicule. De 1000 logements, ils sont arrivés sur 1000 logements en 5 ans, ça coûte 50%. 1000 logements, c'est très cher quand vous payez un surcoût de 100% sur 1000 logements. Il n'y a pas un seul bailleur social qui a les reins pour se permettre ce genre d'investissement de surcoût. En même temps, 1000 logements, quand on parle d'un pays comme les Pays-Bas de 15 millions d'habitants, c'est ridicule. Et toute l'idée, c'est comment on arrive quand même à amorcer la pompe de ces premières opérations qui vont coûter cher, et de proche en proche, parce qu'on aide et accompagnement à la baisse des coûts, on arrive à quelque chose qui va avoir un modèle d'affaires qui va fonctionner très bien sur une grande partie du parc. Mais forcément, ça nécessite ces changements culturels que j'ai exposés d'ailleurs. Ça veut dire que le maître d'ouvrage, il est capable de se discipliner et de se dire « Ah, mais moi j'aime bien quand c'est comme ci, moi j'aime bien quand c'est comme ça. » Oui, mais non. Il y a un moment, il faut vous mettre d'accord, et si à 15 bailleurs sociaux sur le territoire on s'est mis d'accord, c'est ça les specs qu'on va demander, et bien on s'y tient. Quand même, toi tu aurais fait différemment? Non. Il y a un moment, ils se tiennent à ce 80% de cahier des charges commun, sinon il n'y aura pas de gain de productivité. Les entreprises, elles font de leur mieux, puis si on leur demande du sur-mesure, ce ne sera pas le même prix que le prêt apporté. Il n'y a pas de miracle. Donc ça force une discipline au niveau des maîtrises d'ouvrage qui est un vrai changement culturel. Parce que les impressions qu'elles perdent un degré de liberté. Avant, je pouvais écrire 80% du cahier des charges, maintenant je fais plus que 20%. Peut-être, mais ça permet de sortir 4 fois plus de gens de la précarité pour moins cher. Donc peut-être aujourd'hui, ta responsabilité sociétale, c'est quand même de faire évoluer ton métier. C'est ce changement. Et puis le changement côté acteur économique, c'est comment on se projette. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément cette vie des business. C'est j'ai un marché qui sort à 150, mais est-ce que je fais le pari industriel, qu'il est très plausible, qu'au vu des enjeux et des prix que je saurais avoir, j'aurai demain un marché à 5000. Est-ce que je fais le pari de perdre un petit peu d'argent sur la première opération et me refaire la cerise sur les suivantes? C'est un pari économique qui n'est pas si simple, c'est se projeter, comment j'ai des moyens de faire la prospective, il y a des marges des entreprises de BTP qui sont faibles, c'est pas si simple pour elles de faire cette bascule, et la question c'est comment on les accompagne dans cette révolution. Parce que personne n'a de volonté, mais il faut trouver aussi les moyens de soutien à l'accompagnement de cette filière. On l'expliquait, un relais de croissance pour le BTP qui peut être très précieux pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. On arrête de se dire, à budget restreint, je vais choisir de faire changement de chaudière
ou isolation des comptes. Non, on va peut-être faire les deux, voire même les trois, et on va faire rentrer la filière bois, qui n'a pas de marché dans la rénovation, parce qu'en plus de comble à 1 euro ou de chaudière, on va faire une façade isolée préfabriquée structure bois. Donc si on ne va pas vers ce niveau d'ambition, de toute façon, et qu'il y a un modèle d'affaires qui tourne en coût global sans subvention, mais on va faire rentrer les solutions bois dans la rénovation, alors que sinon leur part de marché est infinitésimale, voire inexistante. Donc l'exposé, il y a différents acteurs qui se positionnent sur des marchés. Il y a des boîtes de BT traditionnelles, il y a des charpentiers qui ont évolué d'un métier de charpentier vers un métier de contractant général, intégrant un certain nombre de compétences. Parfois, c'est des entreprises centenaires, voilà, ils se transmettent une entreprise de charpente de père en fils. Parfois, c'est une entreprise qui a été montée ex nihilo par un ancien cadre d'une boîte de BTP, qui était parfois un peu frustré des contraintes qu'elle avait avec des grands groupes. Parfois, c'est des grands groupes qui ont en tout cas donné les moyens à certaines de leurs équipes pour faire ce type de projet. Donc il y a voilà, des approches variées. Donc on voit. Ce qui a beaucoup marqué au départ les choses, c'est de dire voilà, grande série pour faire moins cher, c'est quand même un levier clé de ces approches. On voit deux sujets. On voit une porte d'un frigo américain, donc une horreur énergétique, et une porte de maison passive, bien plus vertueux. On a les mêmes propriétés d'isolation et de perméabilité à l'air dans les deux cas. Sauf que ma porte de frigo américain, elle me revient 200 euros. Ma porte de maison passive, elle me revient 2000 euros. Pourquoi il y a un facteur 10 entre deux systèmes techniques qui ont la même propriété thermique? Parce qu'il y a des volumes différents. Et qu'il y a des portes de frigo américains qui sont commandées et produites dans des séries de 100 000 sans variation de cahier des charges, et il y en a qui sont faites dans des séries de 2000. Donc la question c'est comment on peut, parce qu'on va enclencher des volumes sur la performance, des pièces de coût massives qui vont bénéficier de ces logiques-là. Et le sujet c'est que c'est bien d'avoir cette injonction de dire, boîte de BTP, il faut arriver à travailler, en tout cas à intégrer ses compétences, mais aussi les accompagner à ça. Et c'est tout un écosystème à changer. Et Renault serait pas Renault s'il n'avait pas comme fonction de rang Michelin, Bosch et Valeo qui lui faisaient des systèmes, en tout cas intégrés, qui lui permettent de délivrer en tout cas son produit de façon beaucoup plus qualitative. Et c'est tout un écosystème qu'il faut travailler, pas juste celui qui va répondre au marché, mais aussi ceux que seront ses fournisseurs de rang. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'accompagner. Il y aura toujours de l'isolant qui sera fait par Saint-Gobain ou par d'autres en fibre de bois. Il y aura toujours peut-être des systèmes énergétiques faits par Bosch, Honeywell, ou des fenêtres par Velux, pourquoi pas. Mais par contre, il va y avoir un intégrateur qui va avoir son concept et qui va intégrer à partir de matériaux qu'il aura peut-être le fournisseur de rang pour faire ça. Et donc, nous, ce qu'on voit en tout cas, ce qui était le succès de ce marché hollandais sur la rénovation, c'est passer d'un sujet où une entreprise, elle n'a pas 15 fournisseurs, qu'elle change à chaque fois, mais elle a 3 fournisseurs référents, qui sont des intégrateurs, avec un fournisseur de façade isolée préfabriquée, un fournisseur de système de toiture intégré préfabriqué, et un fabricant de système énergétique. Et après, plein d'équipes vont fonctionner. Est-ce que c'est le fabricant de façade qui prend le lead et qui répond directement au marché? C'est parfois une option. Parfois, c'est l'opérateur de système énergétique. Parfois, c'est l'équivalent d'Alke ou Cofeli qui dit moi, ça m'intéresse un marché de maintenance sur 25 ans pour des panneaux solaires et une chaudière. Et pour le coup, je prends un fournisseur de rang 1 qui va me faire une façade bois et on bosse ensemble. Il y a plein de configurations possibles, il n'y a pas une vérité. Il y a différentes approches et différents types d'acteurs économiques qui peuvent se positionner pour se répondre à ces marchés avec leurs forces. Et donc nous, notre sujet, c'est comment on accompagne en tout cas la maturation de ce marché. Il y a un moment, il n'y a pas de secret. Pour y arriver, il va falloir du volume sur des cahiers des charges un peu homogènes, de la visibilité pour accompagner. On a commencé à une petite échelle, et Hélène nous présentera des projets pilotes qui ont été menés en France, parce que là, je voulais parler de quelque chose qui a été initié aux Pays-Bas dans un temps. Et moi, notre rôle en France, c'était d'adapter à la France cette approche. Parce qu'on dit, mais vous comprenez, on est tellement différents, on a un pays qui a 360 fromages. Bon, oui, c'est sûr, il faut arriver, et c'est sûr. Le droit de l'urbanisme aux Pays-Bas n'est pas celui de la France. Le code de l'énergie non plus, les habitudes des acteurs et la chaîne de valeur. Tout notre travail, ça a été, financé par l'Europe, d'adapter avec intelligence cette approche qui a fonctionné aux Pays-Bas à un contexte français. En disant, et avec des relations avec les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage, les entreprises. Il y en a qui vont se prendre dans la salle qui participent à ces projets, qui pourront témoigner chez Maître Cube, et chez d'autres, en tout cas, de ces approches. L'idée, c'est accompagner en tout cas pour agréger des volumes qui vont donner la visibilité à ces acteurs pour investir et passer d'une phase. En France, on a fait une phase d'amorçage. On a montré qu'en droit français, c'est possible. On peut faire ce type de projet, ça fonctionne. Maintenant, comment on va passer de l'amorçage de dizaines de bâtiments à des centaines puis à des milliers pour donner la visibilité aux acteurs économiques d'atteindre ces niveaux de performance. Et donc aujourd'hui, l'État nous paye pour faire ce travail d'intermédiation qui est principalement fait par 4 volets d'action. Un travail de consolidation, d'amélioration du concept. Est-ce que le cahier des charges sera rigoureusement même dans le logement individuel ou collectif? On doute bien intuitivement qu'il y a des ajustements à faire. Comment on va travailler aussi sur cette intégration des ENR de façon différente sur les projets? Est-ce que demain on bascule vers de l'autoconsommation photovoltaïque et coût du cahier des charges si on utilise de la chaleur biomasse? Il y a plein de réflexions à avoir pour s'adapter à ça. Ensuite, il y a un travail essentiel d'agrégation d'une demande. Il n'y a pas de secret, il faut qu'on agrège une demande sur des typologies de bâtiments homogènes. Donc notre travail, c'est de faire un gros travail d'analyse patrimoniale de plein de bailleurs pour dire chez vous, il
il y a 15% de votre parc de logement qui se prête à ce type d'approche. Ah, chez vous, c'est plutôt 30%. Chez vous, c'est 5%. Et on agrège cette demande qui va permettre de passer des marchés massifs derrière et donner ces visibilités dont ont besoin les entreprises. Et puis ensuite, il y a un travail d'activation de ces relations avec les acteurs économiques pour les appuyer dans leur développement de meilleures solutions moins chères. Et puis, il y a un travail essentiel de tirer les retours d'expérience des projets. Parce que, est-ce que tous les projets pilotes sont parfaits? Absolument pas. Il y a plein de retours d'expérience. Notre sujet, c'est de faire gagner du temps aux suivants pour qu'ils décident des retours d'expérience des précédents pour accompagner cette intelligence collective et cette baisse des coûts. Donc, on avait commencé en France à travailler sur 3 territoires, 3 régions. Maintenant, on va passer à 12. On avait commencé dans le logement individuel, on va passer au collectif. Et on va aussi expérimenter des approches pour passer du logement social au logement privé et d'expérimenter l'approche au bâtiment éducatif pour en avoir 10 000 de plus. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les prix de ces rénovations sont encore trop chers. Oui, certes, mais notre deuxième projet était moins cher que le premier, le troisième moins cher que le deuxième. Notre sujet, c'est d'accompagner, doucement mais sûrement, la baisse des coûts de ces rénovations pour en démocratiser l'accès au plus grand nombre, qui est bien ambitieux. Donc, on a démarré dans les Hauts-de-France, on avait un Rhône-Alpes et un Pays de la Loire. Et maintenant, de proche en proche, on va travailler avec tous les acteurs volontaires que ça intéresse, parce qu'on est bien là pour travailler avec. Les gens qui disent, c'est pas mon approche, faire différemment, grand bien leur face. Nous, par contre, tous les acteurs de la chaîne de valeur qui s'intéressent à ces projets, on est à disposition pour les coacher et les accompagner, pour leur permettre d'utiliser ces marchés. Et maintenant, je vais passer la parole à Hélène, qui va vous parler un petit peu de ses projets démonstrateurs. C'est sûr qu'on commence par la petite vidéo oui, d'achat. tu peux mettre la vidéo déjà. Sinon, c'est bien les paroles, les images, ça parle aussi. Donc là, on parle d'un projet. Donc le premier projet qui a été fait en France, qui a été fait donc dans la banlieue de Lille, donc dans une ville qui s'appelle M. Donc ce travail a été mené. Façon les façades, il y a un besoin de ce travail un peu fin, on part. Donc le bureau d'études bosse à partir de ces prises de mesure pour aller ajuster, parce que même si les façades vont toutes l'air pareilles, ils ont bien sûr des dimensions différentes, parce qu'il y a plus ou moins 5 cm ou 10 cm du logement A à logement B. On va installer les accroches qui vont permettre d'installer ces façades sur le bâti existant. Et puis ensuite on va partir du bureau d'études à l'usine. Et voilà, on a un atelier, alors voilà, c'est pas une usine automobile, hein, pour l'instant c'est un atelier d'assemblage. On verra quand on fera des volumes de 8000 logements par an, mais pour l'instant en tout cas, il y a un travail qui est fait en atelier pour préassembler. Et donc là on a une structure bois sur laquelle va être préinstallé isolant. Les ouvrants sont préinstallés, ce qui permet quand on intervient sur le logement, quand on arrive, on a juste à défaire les fenêtres et les portes existantes pour aller coller cette nouvelle façade sur l'existant. Donc on quitte l'usine et on va aller sur site. Donc on est dans le nord, il y a un amour des briques, donc il y a un choix qui a été fait de donner en tout cas un bardage couleur rouge pour rappeler en tout cas les briques, même si ce n'est pas tout à fait des briques qu'on verra sur cette opération. Donc là en l'occurrence c'est une entreprise qui s'appelle Raboudiciol qui a remporté ce marché, qui travaille avec une entreprise locale qui faisait ces éléments de façade préfabriqués, un mainteneur qui était une PME locale pour remporter ce marché. Et voilà, donc on va poser, parce que donc, vous n'intérêt à pas se louper sur l'étanchéité à l'heure, parce qu'il y a 30 ans de garantie de performance énergétique derrière. Hein. On installe. Donc ce travail qu'on mène en France, aujourd'hui il y a 12 équipes qui le mènent, donc aujourd'hui il y a plus de 5000 logements livrés aux Pays-Bas. On en est à 25 logements livrés en France, on a des engagements de maître d'ouvrage pour rénover ainsi 6000 logements déjà, et on va essayer d'agréger la demande. Ensuite, l'idée c'est E égale 0, il y a différentes approches pour arriver à ça. Il y en a qui vont proposer une copie où dit nous on pense que la meilleure solution technique c'est de baisser les besoins de 70%, de te produire 30% d'énergie en local. D'autres vont dire bah moi j'ai des solutions différentes et je préfère réduire le besoin de 85% et d'autres produire 15% en local. Peu importe, c'est l'intelligence des groupements de conception, de réalisation qui feront que l'une ou l'autre sera plus pertinente. Donc là on voit le système énergétique qui est maquillé dans la façade, hein, dans le cachet. Et puis comme on veut de l'amélioration qualitative de logement, on combine ces rénovations énergétiques par de l'amélioration qualitative de travaux intérieurs. Donc en refaisant parfois la cuisine, parfois la salle d'eau.
ce qui marque en général beaucoup plus l'occupant que le changement de la façade. Donc voilà, donc là on a vu qu'on a fait 10 logements dans ce quartier, mais donc on voit à côté qu'il y en a pas mal qui attendent. Et donc c'était vraiment intéressant. Forcément tout n'a pas été parfait, c'est encore un peu cher, mais c'était une belle expérimentation qui montre que c'est faisable, c'est possible. Maintenant, il ne tient qu'à nous continuer en tout cas à documenter ces retours d'expérience pour qu'on arrive à faire que ces quelques dizaines deviennent des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, et qu'on s'attaque ainsi de façon un peu plus industrielle à la résolution de la précarité énergétique. Alors je vais devoir partir, vous avez vu qu'il y a 3 jeunes enfants au premier rang qui sont des enfants, et il va falloir que je rentre les coucher. Par contre, en tout cas, si vous avez des premières questions, je suis ravi d'y répondre, et sinon en tout cas, après avoir parlé de ces démonstrateurs, et Hélène qui bosse sur ce projet avec moi depuis 2 ans, se fera un plaisir de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Il y a quelques questions sur la rénovation pour Sébastien Delpont, le temps que Olivier Pumzek s'installe. Oui, merci. Question sur le financement vu par l'utilisateur. Enfin, est-ce que c'est comme pour une ampoule à basse consommation, il faut sortir les 8 euros au début et attendre les économies, ou il y a un truc qui nous permet de glisser? Dans le système actuel, le modèle d'affaires sera différent selon le segment de marché. Dans l'initial, c'est que le bailleur social, au lieu d'emprunter 25 000 euros à la Caisse des dépôts pour faire 30 000 euros de travaux, il va emprunter 75 000 euros à la Caisse des dépôts pour faire 80 000 euros de travaux. Donc le seul sujet, c'est voilà. Donc le ménage n'a pas d'impact direct en termes d'investissement à consentir. Ce qui se passe juste, c'est que chaque mois, il a un loyer qui reste le même. Et simplement, au lieu de payer une facture chaque mois à EDF ou à GDF, il en parle d'une facture beaucoup moins significative à cet opérateur. Et il paye un complément, en tout cas, de loyer pour rembourser cette part d'investissement additionnelle consentie par le maître d'ouvrage. Après, il y aura peut-être des opérateurs de tiers financement, comme commence à exister sur les territoires, à mobiliser pour en tout cas attaquer le marché des copropriétés. Pour les bâtiments éducatifs, on discute aussi avec la Caisse des dépôts, parce qu'il n'y a pas aussi des outils financiers dédiés qui permettront ça. Mais là, il y a une vraie créativité aussi qui permettra de réfléchir l'adaptation de cette approche à d'autres segments de marché avec les acteurs financiers. Moi, je voulais demander justement pour des grands immeubles de 13 étages, c'est possible? Alors, il y a 2 choses. C'est de se dire que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, des façades isolées préfabriquées, on sait faire des bâtiments neufs de 13 étages, avec ce que j'en vois, on saura faire aussi ces rénovations. Alors, est-ce qu'on sera à énergie zéro? Peut-être pas. On sera peut-être avec quelque chose de très qualitatif et intéressant, parce qu'on a peut-être un niveau de consommation passive. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on arrivera à assouvir 100% des besoins avec une production locale? Si c'est purement photovoltaïque, peut-être pas tout de suite, en tout cas, ou alors il faudra attendre les progrès des rendements des équipements de quelques années, ou quand on saura bien maîtriser le fait d'en mettre en façade. C'est pas très grave. Après, peut-être avec des combos d'une chaudière biomasse et de panneaux solaires, on saura faire. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, ils font jusqu'à 7-8 étages, avec ce niveau ambition énergie zéro. Mais 7-8 étages, c'est 80% du marché. Donc aujourd'hui, les bâtiments de plus de 7-8 étages, c'est quand même pas beaucoup. Donc il y a des taux dans le 19 qui font plus que ça. Et c'est pas grave, on pourra quand même viser une ambition un peu moins élevée, qui ne sera pas du énergie zéro, mais du 25 kWh par mètre carré et par an, qui sera tout de même très raisonnable. Prix par logement, absolument. Énergie zéro, d'accord, mais bilan carbone global de l'opération. Venons-en. Alors, il y a une étude super intéressante que je vous invite à lire, qui a été fait premier sujet, c'est quoi si je fais pas cette rénovation à zéro énergie? Je fais quoi? Donc le bilan carbone est catastrophique. Ensuite, deuxième sujet, c'est quelle est la comparaison entre détruire un logement et construire un logement neuf. Il y a une étude passionnante de l'ADEME sortie en fin d'année sur la comparaison du bilan carbone de je détruis, je reconstruis versus je rénove. Et le sujet, c'est comment on met ses curseurs d'ambition sur ces sujets. Là, Hélène va y venir, mais l'idée, c'est de se faire dans une trajectoire bas carbone. Donc on n'est pas encore à zéro carbone sur les sujets. L'ambition, c'est zéro énergie dans un temps 1, et devient dans le temps de plus en plus dur sur le zéro carbone, et là, sa trajectoire de plus en plus ambitieuse. Avec aussi, vous n'êtes pas sans savoir, et Julien pourra en parler sur le sujet du neuf, c'est qu'il y a une ambition de faire du E+, C-, d'aller des cahiers de charges beaucoup plus ambitieux sur ces sujets. Et tous les acteurs économiques qui me parlent me disent c'est une évidence que les solutions que je développe pour la réhab, je vais m'en servir sur le neuf, pour avoir 2 marchés sur lesquels amortir mon outil industriel. Alors, il y aura peut-être des nuances dans ces sujets, mais j'ai des gens qui me disent je ne vais pas avoir un système préface structure acier sur un marché pour, sur l'autre marché, répondre avec des solutions bois. J'ai besoin en tout cas quand même d'éviter d'avoir des produits trop hétérogènes d'un marché du neuf à réno. Quand même, je n'ai pas rendu obligatoire le fait de répondre avec une structure bois pour mes façades préfabriquées. Je n'ai eu aucune copie en France d'un acteur économique avec autre chose que des solutions de structure bois.
Ensuite, est-ce que les isolants sont toujours biosourcés? Pas encore tous. J'ai eu des copies avec les isolants biosourcés, d'autres pas encore. Mais ce qui est clair, c'est que la trajectoire de la rénovation, comme celle du neuf, va être de plus en plus d'aller vers le bas carbone et le biosourcé dans les matériaux. Je partage, et tout l'écosystème partage cette noble ambition. Sur les réseaux de copro, en général, au-delà de l'isolation et de la rénovation des systèmes de chauffage, ou énergétiques de manière générale, il y a souvent la réflexion des parties communes, la mise en place d'une BMC, etc. Est-ce que tout ceci a été traité dans les expériences hollandaises? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, je suis stupéfait de voir qu'en Ile-de-France, il y a 100 logements concernés sur l'ensemble des 6600 sur le graphique. Alors, il y a deux sujets. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les Pays-Bas, c'est grand. Alors, je reviens au premier sujet. La réponse est oui, on intègre bien sûr ces sujets de parties communes et compagnie. Deuxième sujet, pourquoi Ile-de-France n'a pas démarré? Aujourd'hui, le modèle, il fonctionne au départ plus simplement sur un territoire avec des maisons individuelles au début, avant de monter en étage. Donc, on allait voir des territoires dans lesquels la proportion de maisons individuelles dans le logement était plus importante qu'ailleurs. Aujourd'hui, si on regarde l'Île-de-France, il y a en moyenne beaucoup plus de logements collectifs de maisons individuelles. Voilà. Dans le Nord, il y a plus de maisons de mineurs, de corons. Donc il y avait statistiquement, en tout cas dans un échantillon patrimonial, beaucoup plus de maisons. Donc on a commencé par là. Et les Hollandais, les Pays-Bas, c'est un pays, mais c'est une région. En fait. Les Pays-Bas, c'est grand comme les Hauts-de-France, c'est grand comme l'Île-de-France, c'est grand comme Auvergne-Rhône-Alpes. Donc plutôt que de mal travailler sur la France entière, parce qu'on ne massifie pas la rénovation avec 40 logements à Strasbourg, 23 à Brest et 40 à Corté, on massifie parce qu'il y a des volumes homogènes à l'échelle d'un territoire, où les techniques constructives, les climats ont une cohérence. Donc nous, le choix a été fait de commencer par travailler sur 3 régions, on a mis beaucoup de moyens, dans un temps 1, sans qu'on fasse d'efforts pour les solliciter. Il y a des gens en Ile-de-France qui disent non mais nous intéresse quand même. Je dis ok. Donc là on est dans une phase où on va passer de action dans 3 régions, dans lesquelles on atteint le millier d'intentions de logement, à ajustement, et on commence à discuter avec de plus en plus d'acteurs d'Île-de-France pour ça, mais on est dans cette phase de conquête de nouveaux territoires pour proposer l'approche et d'aider en tout cas la décision des acteurs là-dedans. Donc ça devrait arriver. J'ai une question sur l'aspect réglementaire. Est-ce qu'il y a des barrières liées au PLU? Est-ce qu'il y a des barrières liées au PLU qui sont consécutives de cette solution? Et puis la deuxième question, c'est aujourd'hui on voit qu'il n'y a que des petits essais. Est-ce que du coup il y a aussi une barrière qui est liée au mode d'évolution des travaux des bailleurs sociaux qui a l'air d'être la première cible aujourd'hui de votre action? Aujourd'hui, l'idée c'est toujours pareil. Il y a deux approches. Il y a des gens qui disent, mais vous comprenez, 10 logements, c'est ridicule de faire 10 logements parce que ça ne sera jamais industrialisé. Et c'est vrai que 10 logements, c'est pas une industrie. Mais en même temps, il y en a qui se disent, ouh, avant de commander 1000, j'aimerais d'abord voir sur 10 si ça fonctionne. Donc il y a différentes approches. Donc il y a des maîtres d'ouvrage qui me disent, mais moi si je rentre, et je rentrerai, ce sera pour 1000 d'un coup. Je dis, vas-y, on y va. Mais par contre, je regarde les autres s'amuser sur 10 avant de mettre mes 1000. Ok, donc après il y a différentes stratégies d'entrée sur le marché par étapes. Et là, on va, sur les pays de la Loire, avoir une démarche où on va mettre 2500 logements pour donner des volumes significatifs avec de la visibilité, qu'on va aussi allotir en plutôt 4 à 5 lots de 500 pour permettre l'entrée sur le marché de différents acteurs économiques qui auront des approches peut-être différentes, et ce sera intéressant de voir comment chacun fait son lot de 500 en permettant une montée en puissance, en disant année 1 vous m'en livrez 50, année 2 250, année 3 300, pour permettre aussi une montée en puissance sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que c'est un sujet de dialogue, en tout cas avec les acteurs économiques. L'idée c'est vraiment de leur dire à quelles conditions vous jouez, quels sont les niveaux critiques en termes de taille, en termes de volume, en termes de système pour ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des barrières réglementaires? C'est sûr que la réglementation n'a pas imaginé faisable de faire des rénovations structure bois hors site pour faire des rénovations en une semaine. Donc c'est plutôt incongru, on regarde l'état de l'art d'un certain nombre de lois. Donc bien sûr, il faut le travailler. Donc en bonne intelligence avec les collectivités le plus tôt possible pour se dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on massifie la rénovation sur votre territoire? Mais c'est sûr qu'il y a des barrières et on découvre des réglementations bizarres. Alors la plus folklorique qu'on ait découvert, c'est une relation relative au chauffage. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de logements qui n'avaient pas de chauffage avant 1948. Et donc il y a un texte de loi qui a été fait en 1948 pour inciter les bailleurs sociaux à équiper de chauffage les logements. Donc on leur disait en 1948, à partir du moment où vous installez un radiateur, vous avez le droit d'augmenter le loyer de 10 euros. Donc il y a des petits rigolos, puisque le critère c'était l'existence d'un radiateur, qu'on installait 23 radiateurs par logement. Ça leur permettait de beaucoup augmenter le loyer, dont 4 dans les toilettes. Parce que ce n'était pas la puissance, mais bien le nombre de radiateurs qui était l'indicateur du texte de loi. Et donc le problème, c'est qu'en post-rénovation, vous dites non, j'ai plus besoin de 23 radiateurs. Et bien on dit ah bah monsieur, il va falloir baisser le loyer des gens de 70%. Et l'équation économique était un peu compliquée, puisque le bailleur qui vient de consentir un événement significatif, c'est une baisse de ses revenus locatifs de 70%, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on découvre des réglementations folkloriques dont on se dit peut-être que ça mériterait en tout cas une remise à plat. Hein, et que je voyais bien la vertu à l'époque d'inciter les gens à installer le chauffage chez leurs gens, parce que c'était juste inviable de pas avoir le chauffage chez soi. Par contre, il y a d'autres façons de considérer le confort que un loyer fonction du nombre de radiateurs. Donc voilà, bon, après forcément,
On travaille à ça en bonne intelligence avec la DHUP, la DGEC, la DGE, enfin l'État, les représentants de l'État à différents niveaux, hein, pour leur partager nos retours d'expérience et voir comment on peut essayer de faire mieux différent. Mais c'est sûr que voilà, ça n'est pas simple. Et bien sûr, il y a plein de complexités auxquelles on est confronté avec tous les professionnels avec lesquels on travaille. Et on essaye, nous, d'en faire l'écho et le relais, parce que nous sommes d'humbles facilitateurs. Ceux qui font qu'ils réussissent, c'est les entreprises, avec les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études. Donc on essaye d'apporter cette action de facilitation. Merci à vous. J'ai les 3 petits impatients premièrement dont je vais aller m'occuper. En tout cas, je vous remercie tous. Voilà, je vous laisse mes coordonnées et surtout Hélène parler en quelques instants avant de passer la parole à Julien et elle aura réponse à tout, je suis sûr. Merci. Merci. Merci Sébastien. Donc on a retenu qu'effectivement on va arriver à massifier les rénovations E égale 0, ce qui ne veut pas dire forcément CO2 égale 0. Mais on espère bien que ces rénovations seront pour l'instant. Bon, voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Sébastien. Moi, je vais juste rester un peu plus sur ce sujet-là pour vous présenter déjà les premiers retours des 3 premiers projets pilotes qui sont sortis en France. Donc le premier, c'est celui de la vidéo qu'on vient de vous montrer. C'est celui qui a été fait à M, dont le bailleur social est Villogia et qui est vraiment le bailleur qui a initié la démarche Énergie Sprong en France et qui a décidé de se lancer dans ce projet un peu fou, de rénover 10 maisons en bande dans une cité minière en utilisant les principes d'Énergie Sprong. Donc ils ont bien joué le jeu, le groupement qui a participé à cette rénovation a bien joué le jeu de la préfabrication hors site, avec notamment le plus exemplaire, c'est la pose des façades préfabriquées qui sont des façades en structure bois, et également la pose de la toiture et des modules énergie. Globalement, les retours de ce bailleur, c'est que grâce à la garantie de performance qui est associée à cette rénovation, il a constaté qu'il y avait beaucoup moins de non-qualité et suite à la livraison des logements par rapport à des rénovations plus standards auxquelles il avait l'habitude. Et aussi, le fait le plus marquant, c'est notamment la satisfaction des locataires qui profitent d'un confort été comme hiver qui est vraiment incomparable vis-à-vis des voisins. On a par exemple une locataire qui a invité ses amis l'été dernier parce qu'il faisait beaucoup moins chaud dans sa maison par rapport à celle de ses voisines pendant la canicule. Donc on a vraiment une modification du confort et une grande satisfaction des locataires qui découvrent aussi des petits usages différents auxquels on n'avait pas pensé et qui sont très satisfaits de choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Ils ne nous parlent pas du tout de facture énergétique. Par contre, ils adorent le fait que la fenêtre ait un rebord beaucoup plus grand. Puisque comme on vient d'apporter une façade préfabriquée, bah forcément on a un mur plus épais et donc on a un rebord de fenêtre plus grand sur lequel ils peuvent poser des petits objets, mettre des coussins, s'asseoir éventuellement. Donc il y a pas mal de petits usages comme ça et de petites appréciations qui sont repérées par les locataires qui n'étaient pas forcément envisagées par nous à la base. Donc ce projet AM, il a rapidement été copié, donc ça c'est la vidéo qu'on vous a montrée, il a rapidement été copié à Longo par ICF Habitat. Donc un projet à peu près similaire sur 12 logements en bande, pareil dans le nord de la France. Là pour le coup ils ont abandonné les briquettes, ils sont j'ai pas de photos après rénovation mais globalement c'était bâtiments, c'était l'image de la présentation d'aujourd'hui, ces bâtiments blancs avec des carrés de couleurs. Et pareil, ils ont joué le jeu de la façade préfabriquée, des modules énergie en extérieur. Sur ce projet-là, l'entreprise, le groupement a pris la décision de mutualiser les solutions énergétiques pour 3 logements. Ils avaient 4 bandes de 3 logements et donc ils ont décidé de mettre une façade dont l'étanchéité se faisait sur 3 logements et pareil, un module énergétique avec une pompe à chaleur qui permettait d'alimenter les 3 logements. Donc on voit bien qu'il y a des visions différentes qui s'adaptent réellement au projet et qui permet un peu de proposer des solutions différentes en fonction de la typologie. Et le petit dernier qui est sorti, c'est celui de Néotoa à Château-Giron qui a été livré il y a bientôt un an. Qui lui est sur 4 maisons individuelles et qui tourne pareil très bien. Dans tous les cas, ces rénovations ont permis de prouver que le E égale 0, le challenge technique d'atteindre le E égale 0, est en fait assez simple à atteindre.
assez simple à atteindre. Mais on y arrive. Et à chaque fois, on a là, ça fait plus d'1 an que les 2 premiers logements, que les 2 énergétiques. Et maintenant, l'objectif, c'est de diversifier le type de logement et aussi comme disait Sébastien, de massifier et de pouvoir avoir des solutions moins chères et toujours plus efficaces qui s'adaptent réellement à tous les logements. Dans cette optique, on a, nous, lancé, l'équipe Energy Sprong, un concours d'innovation parce qu'on a des gros marchés qui vont sortir, donc la démarche Pays de la Loire, entre autres, et pour ça, il faut que les entreprises, en fait, soient prêtes et aient eu le temps de lancer des démarches de recherche-développement. Et pour ça, on a fait ce concours d'innovation où on a demandé aux entreprises de nous concevoir des modules, donc soit des modules façade intégrée, soit des modules énergie, soit des modules toiture avec production photovoltaïque intégrée sur l'individuel ou sur le collectif. Et on leur a demandé de nous concevoir ces façades en respectant les 4 critères de notre cahier des charges, qui est évidemment la qualité, le fait que la solution doit être à coût abordable, qu'elle doit être posée très rapidement sur le site occupé, et qu'évidemment elle doit être attractive. Je vais faire juste un petit zoom sur les catégories façades, et il se trouve qu'on a Maître Q dans la salle qui va même pouvoir, si vous le souhaitez, décrire un petit peu votre solution très rapidement. J'ai récupéré les slides de Batimat. Donc globalement, on a donc cette première catégorie sur les façades isolantes collectives. Je ne vais pas vous faire l'affront de tout vous représenter parce que le 19 mars, on aura la présentation de ces solutions à la Cité Fertile, où vous pourrez venir toucher les prototypes et discuter avec les personnes qui ont fabriqué ces prototypes. Donc, je ne sais pas si Maître Q veut discuter un peu de sa solution, si je la trouve. Celle-là. Bonsoir, je suis Dessner, je représente le groupe Maître Cube. Nous sommes un groupement, très rapidement, oui. Nous sommes un groupement de charpentiers, de 8 charpentiers qui se sont constitués en entreprise générale construction bois. Donc c'est notre spécialité, nous ne faisons que ça. Et pourquoi nous avons répondu à ce projet? Parce que nous sommes déjà confrontés à ces problématiques depuis de longues années. La façade 2, ce que nous appelons la façade 2D, qui est une façade bois, nous la réalisons communément dans le neuf, tant dans le neuf que dans la réhabilitation. Et nous venons d'ailleurs de livrer une opération qui n'est pas Energy Sprong, mais une opération de 650 logements à Floirac, donc de système façade pluguée sur la façade, donc notamment sur des bâtiments qui vont jusqu'à R+9. Donc vous voyez, on travaille même sur de la grande hauteur avec ces systèmes-là. Et c'est ce qui nous a donné toutes les idées, c'est ce qui nous a apporté un peu les idées. D'ailleurs, vous voyez, la photographie, c'est Floirac, hein, donc on n'a même pas d'échafaudage, hein, ça vient se monter assez facilement. Donc vous imaginez un peu la rapidité à laquelle on peut rhabiller un bâtiment entièrement avec de la façade 2D. Dans le cadre d'Energy Sprong, l'idée a été la suivante, c'était d'associer vraiment, d'optimiser des solutions, des matériaux innovants. Donc on a pris le parti de travailler avec des gens comme Kingspan, qui sont des fabricants d'isolants ultra performants. C'est le matériau à l'heure actuelle industrialisé le plus performant, parce qu'avec un lambda de 0,022, vous arrivez à réduire les épaisseurs de manière très très importante. Et qui plus est, c'est un matériau qui est issu de la transformation de matériaux, parce que c'est de la bakélite qu'on transforme. C'est pas du polyuréthane, hein, c'est des matériaux, plutôt que de mettre de la bakélite de la mettre dans le sol, elle est retravaillée, et ils ont réussi à produire des panneaux donc ultra performants qui sont aujourd'hui très présents dans le monde du bâtiment. Ce qui nous permet justement de faire des façades très réduites en épaisseur. C'est-à-dire, plutôt que si on partait avec de la laine de roche ou la laine de verre ou d'autres produits, pour atteindre ces niveaux de performance, un R de 6,8, il faudrait aller sur des épaisseurs de 30-35 cm, alors que nous, on va réduire notre épaisseur à moins de 20 cm, à 15 cm. Donc en y associant des matériaux trop performants. Et Miral également, Miral est un industriel qui produit de la finition de façade, donc qui se base sur cet isolant. Donc on met de l'isolant dans le corps de la charpente, à l'extérieur, et ce qui nous amène à avoir un système très réduit en épaisseur, avec notamment une possibilité quasi infinitésimale de finition. Donc voilà un petit peu notre système. On espère pouvoir aller très loin dans le concours, donc on verra. Vous avez des questions sur le système? Merci beaucoup. Donc, une question. Sur d'autres aspects.
Un argument qu'on peut entendre, je ne sais pas s'il est exact, c'est que si on isole beaucoup, il n'y a plus d'aération. Donc quid de la circulation d'air, quid de la transpiration à travers les matériaux et ainsi de suite. Du confort ressenti et tout ça. Est-ce que vous voulez répondre ou pas? Nous, pas trop Pas trop technique. pas trop technique. En En général. De manière, nous, dans le système, on va y intégrer. En fait, on n'a pas travaillé la partie régénération d'air, vicié en profondeur. On s'est associé bien sûr à des fabricants de systèmes de VMC, de transformateurs. Donc actuellement, vous avez des systèmes qui permettent d'être plugués dans la façade, et notamment sur des loggias qui permettent justement de la régénération de l'air à l'intérieur. Et pour ne pas être totalement étanche, et surtout également avoir des systèmes qui sont performants pour justement garantir que l'air puisse être régénéré dans l'appartement. Et pour- Ça fait du bruit. Alors, pour Non. compléter par rapport à tout ça, dans notre cahier des charges, on a en effet un critère vis-à-vis de l'étanchéité, mais aussi du renouvellement de l'air. Pour le bruit, donc en général, c'est les systèmes de double flux qui sont les plus efficaces sur énergétiquement, et aussi pour assurer un bon renouvellement de l'air. Ce qu'on critique à ces systèmes, c'est le bruit, justement. Mais sur les premières opérations où la double flux a été mise en place, aucun locataire ne s'est plaint du bruit. Ils ont posé directement la question parce que justement c'était un retour, une crainte des différents bureaux d'études. Mais en fait, en mettant un caisson suffisamment bien isolé et voire en mettant le système énergétique à l'extérieur du logement, comme on peut le faire sur certaines rénovations, en fait, on n'a pas ce problème de bruit et de personnes qui veulent couper la ventilation et qui se retrouvent dans un pochon très étanche. Oui, moi je voulais demander, le système d'énergie, est-ce qu'il est raccordé au réseau? À quel réseau? Le réseau EDF par exemple. Oui, bien sûr. Alors, Oui. le système d'énergie est raccordé au réseau EDF, et notamment par rapport à la production photovoltaïque ou... Oui, par exemple. Alors, Oui. la PAC ou le système énergétique qui produit de la chaleur est raccordé au réseau public, donc que ce soit électrique ou gazeux ou gaz. On a aussi les panneaux photovoltaïques qui sont aujourd'hui sur un modèle où l'énergie est revendue à 100% sur le réseau. Donc on espère qu'il y a des modèles d'autoconsommation qui vont se développer plus tard, mais pour l'instant, légalement, juridiquement et économiquement, c'est plus intéressant de revendre directement toute cette électricité. Mais je croyais qu'on avait le droit maintenant d'être vraiment en autoconsommation. Alors depuis 6 mois, nos projets ils sont sortis avant, donc forcément on était sur des modèles de revente, mais c'est vrai que la réglementation elle évolue beaucoup sur ces sujets-là, et on espère qu'il y aura des solutions qui vont naître où l'autoconsommation est plus intéressante. Typiquement aux Pays-Bas, ils ont un compteur qui marche dans les deux sens, où en fait quand ils consomment, le compteur va dans un sens, quand il y a de la production photovoltaïque, le compteur va dans l'autre sens, ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver à des factures nulles en énergie, et donc ils ont vraiment des factures de 0 €. Nous, notre système énergétique et notre système de comptage est un peu différent, donc on va pas tout de suite arriver sur des solutions comme ça, mais on espère que les solutions d'autoconsommation se développent de plus en plus et qui soient de plus en plus intéressantes. Encore une question? Je peux peut-être faire sans micro d'ailleurs. Merci pour ta présentation qui était très, très claire. Mes questions, moi, c'était sur deux choses que j'ai entendues qu'on critiquait sur le bois. Ouais. Premièrement, la quantité de polluants qui sont utilisés pour le traiter. Et le deuxième, c'est, qui avait été mentionné plus tôt, c'est la flammabilité. Est-ce que tu es au courant des solutions qui existent sur... J'ai entendu que la flammabilité, finalement, c'était peut-être pas tant un problème que ça. Et le premier, j'ai entendu qu'il existait des solutions pour faire de traitement de bois qui soit plus propre. Est-ce que tu es au courant de ce qui existe? Je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui vont bien mieux répondre que moi, notamment Général, qui donnera une réponse bien plus intelligente que la mienne. Donc, parfait, je fais la transition sur la suite. Tu la poses après. Du coup, je vais en terminer rapidement la présentation et après on peut passer la main. Oui, tout à fait. Ça marche. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce concours d'innovation encore, c'est que par exemple sur les 8 candidatures sur les façades, on a 7 qui proposent des structures bois, et quasiment toutes intègrent des critères écologiques et de réduction de l'émission de carbone, alors que ce n'était pas obligatoire dans le cahier des charges, c'était juste une option.
Et on voit bien que même si on ne met pas ce critère dans notre cahier des charges, on a quand même une volonté de la part des industriels de prendre de l'avance sur les réglementations et de prendre de l'avance sur les enjeux climatiques pour répondre à ces solutions. Et je vais juste terminer en vous rappelant la date du 19 mars. Donc le 19 mars, on a à la Cité Fertile toutes les solutions du concours d'innovation qui seront exposées, où vous pourrez venir discuter des différents enjeux et même des solutions directement techniques avec les groupements qui ont fabriqué ces solutions. La Cité Fertile, c'est à Pantin, au nord de Paris. Accessible en métro, très simple. C'est ça. C'est grand, il y a de la place, on peut y mettre des morceaux de mur, on peut y exposer des morceaux de mur, et c'était un critère principal pour choisir le lieu. Merci beaucoup. Merci Hélène, merci beaucoup. Qui est le CO2. Il y a une contrainte évidemment pour le feu dont on a parlé très, très rapidement. Puis il y a aussi une contrainte acoustique qui est beaucoup plus importante en bois en construction massive. Donc voilà, c'est une somme de contraintes qui effectivement dans la construction bois était plus importante que dans les constructions massives. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on a construit tellement et de façon tellement massive avec de la pierre liquide. Mais il y a beaucoup de solutions comme ça qui trouvent des réponses plausibles et efficaces. Et aujourd'hui, effectivement, donc on a parlé, c'est normal, on a beaucoup parlé de rénovation, parce que la rénovation, c'est 75% du problème de 2050. Donc on a presque passé 75% du temps sur la rénovation. On va quand même passer un peu de temps sur le neuf, parce que le neuf, c'est aussi l'occasion de présenter le meilleur de ce qu'on peut faire en bois actuellement. Donc merci à Julien Gmzek de nous présenter ce que fait Woodeum. Donc j'espère qu'il fait peut-être pas des bâtiments énergie zéro, mais qui ne consomment pas trop, je pense. Et peut-être que ce sont des bâtiments, eux, qui sont quasiment en CO2 zéro, ou au moins qui font une division par 6 de l'empreinte carbone du bâtiment pour 2050. À toi. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Julien Pemzek, je suis président du directoire de Woodeum. Woodeum, c'est une société qu'on a créée il y a 6 ans maintenant, avec Guillaume Poitrinal qui dirigeait une grande foncière commerciale qui s'appelle Unibail, et Philippe Zivkovic qui lui dirigeait un grand promoteur international qui s'appelle BNP Paribas Immobilier. L'idée en fait c'est que il y a 6 ans, on s'est dit que ce modèle de construction qui nous nourrissait tous depuis des années allait forcément devoir évoluer au regard de la prise de conscience de l'émission de carbone. On était il y a 6 ans, vous vous souvenez, dans une période où les premières introspections des industries avaient démarré sur le sujet des émissions de carbone. Et avec un très grand mauvais élève qui était fléché par tout le monde, qui était l'industrie du transport, et à qui on demandait déjà de faire de grands efforts, de grandes révolutions. Mais finalement, à côté du transport, il y avait un très grand mauvais élève dont on ne parlait pas du tout, qui était l'industrie du bâtiment, avec l'industrie de l'immobilier, qui était pourtant responsable, coupable d'un quart des émissions de CO2 en France, et ce qui le plaçait donc à égalité en termes d'émissions carbone avec le transport. Donc finalement, on était tous là en train de nourrir un système qui produisait le plus d'émissions de carbone en France. On a fait travailler, nous, à cette époque, il y a 6 ans, une société qui s'appelle Carbone 4, qui travaillait très peu à l'époque dans l'industrie du bâtiment. Carbone 4 travaillait à mesurer l'empreinte carbone de grandes sociétés comme Air France, Renault, Peugeot. Il travaillait à l'international pour mesurer l'empreinte carbone des aéroports. Et finalement, personne ne lui avait demandé de travailler sur le bâtiment. Et donc nous, on l'a fait venir sur ce secteur en lui disant, en fait, explique-nous juste combien émet un bâtiment pendant son cycle de vie et aide-nous à trouver des solutions qui permettent de réduire cette empreinte carbone dans le neuf. Puisque moi aujourd'hui je vais plutôt vous parler des bâtiments neufs, on a bien parlé des bâtiments rénovés. Nos solutions elles se développent aujourd'hui principalement sur le bâtiment neuf. Cette étude en fait elle a montré que au sein de ce quart des émissions de carbone de la France, l'industrie du bâtiment, c'était 60% des émissions de carbone liées à l'acte de construction et 40% liées à l'exploitation. À cette époque, en fait, on était extrêmement focalisé sur la diminution du kilowattheure
Et donc, toutes les réglementations thermiques successives ont visé à isoler de plus en plus le bâtiment dans un but noble, hein, qui était celui de faire baisser la facture énergétique de l'utilisateur, mais sans vraiment être capable de mesurer l'empreinte carbone de nos choix, qui du coup n'était pas forcément vertueux de ce point de vue-là. Dans ce paysage, et quelques mois avant en fait la COP21 qui s'est tenue en France et qui a poussé là aussi toutes les industries à réfléchir sur ce qu'elles avaient réussi à faire dans les 5 années passées avant la COP précédente sur la réduction de l'empreinte carbone, et bien donc on a créé Woodeum et puis on a fédéré aussi autour de nous une centaine, aujourd'hui 150 acteurs de l'immobilier, investisseurs, promoteurs, architectes, tous soucieux en fait de créer un modèle de construction qui allait permettre de réduire l'empreinte carbone. Cette association, elle s'appelle BBCA, Bâtiment Bas Carbone. Elle a donné la naissance derrière un label qui porte le même nom aujourd'hui et qui est là pour en fait mesurer, alors pas s'ajouter à tous les pins déjà existants et tous les labels déjà existants assez nombreux de qualité des logements ou des immeubles tertiaires. Là, l'objectif de ce label, c'est mesurer l'empreinte carbone sur le cycle de vie complet des bâtiments. Et vous pouvez prétendre à ce label à partir du moment où vous réduisez de 30% l'empreinte carbone de votre bâtiment sur tout le cycle de vie, voire jusqu'à 50%. Alors le bois dans cette histoire, quel est son rôle? Finalement, le bois, il a plein de vertus. Il a une grosse vertu écologique sur laquelle je vais revenir. Il a des vertus de rapidité d'exécution également, de réduction des nuisances. Et donc finalement, on se rend compte qu'en plus d'une grande force écologique, il a des vertus facilitatrices de l'acte de construire assez intéressantes pour le promoteur immobilier qu'on a créé il y a 6 ans. Sur le sujet du carbone, pourquoi est-ce que le bois est vertueux? Bon, là, je suis désolé, hein, je ne fais pas cette présentation qu'à des ingénieurs, donc parfois on repart d'assez loin pour expliquer pourquoi c'est intéressant, mais juste c'est la photosynthèse hein, de 0 à 30 ans principalement, hein, dans sa phase de croissance la plus active. L'arbre va absorber beaucoup de CO2, stocker le carbone, rejeter l'oxygène. Finalement, après, cet arbre, il a plusieurs choix de vie. Soit il va mourir sur pied, c'est la putréfaction, et tout le carbone qu'il aura absorbé pendant cette phase de croissance va être rejeté dans l'atmosphère. Et donc, le bilan de l'arbre sera neutre, le bilan carbone sera neutre. Vous pouvez aussi le brûler, vous faites de l'énergie, là, donc vous produisez de l'énergie, mais vous libérez instantanément aussi tout le carbone qu'il aura absorbé. Ou bien, vous le coupez et vous en faites un matériau de construction. Et ainsi, vous allez stocker pendant toute la durée de vie du bâtiment ce carbone piégé donc, dans le tronc de l'arbre. En bilan comparé, eh bien, là on voit bien en quoi le bois va être positif. Hein. C'est qu'un mètre cube de béton va émettre en moyenne entre 450 et 470 kg de CO2 par mètre cube. On entend parler beaucoup de béton décarboné. Effectivement, c'est intéressant, enfin béton bas carbone. Peut-être que ça fera baisser la facture carbone d'un mètre cube de béton aux alentours de 250 kg de CO2 par mètre cube. Quoi qu'il en soit, il sera toujours émetteur. Et puis à l'inverse, si vous utilisez du bois à la place d'utiliser du béton, là vous avez créé un stock de carbone avec un bilan qui est négatif et qui permet d'être à moins 460 kg de CO2 par mètre cube. À l'échelle d'un logement, c'est un levier gigantesque, hein, puisque c'est 30 tonnes de CO2 qu'on va éviter d'émettre en substituant le béton par le bois. 30 tonnes de CO2, c'est ce que va émettre par exemple un automobiliste pour faire 120 000 km. Donc on est vraiment là sur un levier très conséquent de réduction de l'empreinte carbone. Après, on fait attention aussi aux arbres qu'on utilise chez Woodeum. Donc on s'approvisionne dans des forêts gérées durablement, puisque la forêt écologique, c'est évidemment une forêt qui est renouvelée. On coupe, on replante instantanément. C'est ça qui entretient en fait la pompe à carbone et qui rend du coup la forêt efficace en termes d'absorption de carbone. Et puis nous, par ailleurs, on s'est lancé là-dedans il y a 6 ans parce que on a la chance en France d'avoir une des plus grandes forêts d'Europe. Et donc on a aussi envie d'être acteur de cette transformation du paysage français et de cette industrialisation potentielle qu'a la France de toute la filière bois. Donc on plante aussi des arbres à chaque fois qu'on réalise des bâtiments. Alors pourquoi le bois est écologique? Il est entièrement renouvelable, il est 99% naturel, hein, le 1% en plus c'est des cols hein, qui ont besoin d'être constitués de manière artificielle, entièrement recyclable.
15 fois plus isolant à épaisseur constante que le béton, donc on va pouvoir atteindre beaucoup plus vite des niveaux de performance thermique élevés. Et puis, il a des éléments intéressants. Là, le dernier que j'ai cité, c'est hygroscopique, c'est la capacité qu'a le bois à absorber l'humidité excédentaire dans une pièce et à le restituer lorsque l'air est sec. Alors dans toutes les méthodes de construction, voilà, il y en a plusieurs. Nous, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le bois massif CLT, qu'on appelle bois lamellé contre-croisé, ou donc cross laminated timber, bois lamellé contre-croisé, qui est un dérivé du lamellé collé, sauf que plutôt que de coller tous les plis du bois dans le même sens, on va les coller à plis croisés à 90 degrés, et avec ça, on va constituer des murs. J'ai mis un petit échantillon. Ça ne se présente pas sous la forme d'une brique, ça se présente vraiment sous la forme d'un mur, qui va faire jusqu'à 16 mètres par 3 mètres, et avec lequel on va pouvoir faire la superstructure des bâtiments, et surtout de la grande hauteur. Parce que c'est vrai que l'ambition qu'on porte chez Woodeum, c'est aussi de pouvoir faire des bâtiments de grande échelle. On va notamment réaliser une tour de 17 étages à Lyon. On participe également à la réalisation d'une autre tour à Bordeaux. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette grande échelle qui est nécessaire dès qu'on s'attaque à des opérations d'immobilier d'entreprise ou des grandes opérations résidentielles. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette invention, elle est française. Ça a été inventé en 1947. Après, elle a été très clairement noyée dans le raz-de-marée du béton. Elle a été un petit peu utilisée dans les années 60 et puis remise au goût du jour en fait dans les années 90 par la filière autrichienne qui, comme en France, a des grandes forêts, mais qui a transformé ses outils industriels un peu plus vite que nous, même si aujourd'hui il y a un élan qui est formidable en France. Depuis 5 ans, on a constaté vraiment une évolution massive du paysage, une très grande professionnalisation de tous les acteurs de la construction bois. Et nous, on est plein d'optimistes sur les années à venir et sur la capacité qu'a toute cette filière bois française à s'organiser. Alors, je vous montre à travers un petit film, petite maquette numérique, la manière dont on se passe. Donc, c'est des immeubles qui ont quand même besoin de béton, parce qu'on utilise le béton pour faire les fondations, les sous-sols, parfois les rez-de-chaussée, les cages d'escalier ou les cages d'ascenseur. Et puis après, à partir de l'étage courant, on va faire venir ces grandes pièces préfabriquées. Une pièce pèse à peu près 1,5 tonnes, hein, donc on est vraiment sur un objet massif et durable, qui arrive prédécoupé par ordre de pose et qui va constituer l'ensemble de la superstructure du bâtiment, qui sera ensuite recouvert d'une isolation par extérieur et de n'importe quel parement de façade. D'un point de vue chantier, c'est absolument bluffant parce qu'on va réduire de 6 à 8 fois le nombre de rotations de camions, il n'y a plus de bruit, et donc quand on a... moi j'ai fait de la promotion immobilière avec du béton pendant une dizaine d'années avant de me lancer dans Woodeum. Très clairement, on voit que la crainte et ce qui nourrit les recours contre les opérations, c'est bien souvent la crainte du chantier plus que l'objet terminé. Et donc là, on arrive avec une solution technique qui est radicalement différente pour les riverains. Et dans une ère là, dans laquelle on rentre, où on va construire de plus en plus la ville sur la ville, et bien avoir des solutions beaucoup moins intrusives, beaucoup moins impactantes pour les riverains, va devenir une vraie nécessité. Donc il y a moins de poussière, il y a moins de bruit, il n'y a plus de déchets parce que finalement les pièces elles arrivent, elles sont prédécoupées, ajustées au millimètre, il n'y a plus qu'à les connecter les unes entre elles, et ça rend du coup le chantier très différent. Là je vous montre une petite opération qu'on a fait avec Bouygues Construction. Donc ça aussi pour nous, ça remonte à 3 ans et demi maintenant. C'était une petite victoire parce que embarquer un major du béton dans la construction bois, c'est assez intéressant. Ça prouve la révolution culturelle qui peut s'opérer, y compris dans des sociétés comme ça qui se sont hyper professionnalisées sur un matériau. Et donc là, sur cette opération, Bouygues a formé des maçons à la pose du bois et a réalisé cette opération en seulement 9 mois. Une opération qui a été livrée sans réserve. Pour réaliser le gros œuvre, il a fallu seulement 30 jours et 15 camions. Et donc il y a un petit bâtiment à côté, un grand bâtiment plutôt, qui est à droite de l'image que vous regardez, qui est une école. Et c'est grâce en fait à cette histoire de chantier radicalement différente qu'on a pu réaliser cette opération sans recours et sans l'opposition des parents d'élèves qui évidemment étaient très inquiets de voir un chantier se réaliser devant les fenêtres de leurs enfants. Voilà, c'est Jean-Michel Villemotte, l'architecte.
Ce matériau, il a des qualités écologiques, mais il a aussi des qualités techniques qui sont hyper intéressantes. Sa légèreté nous permet d'intervenir dans des endroits tout à fait inédits. On va réaliser un immeuble de 8 étages en surélévation du périphérique Porte de Brancion. Au milieu, ce sont nos bureaux. On a pu surélever d'un niveau un bâtiment parce qu'en fait, quand on a construit les bâtiments en béton, on les a toujours dimensionnés pour qu'ils puissent recevoir à peu près 10 à 15% de leur poids en plus. Donc là, le bois est très intéressant puisque, comme outil de surélévation. Et puis la dernière image, c'est un projet qu'on va réaliser sur un central téléphonique Orange, où il y a des vrais enjeux de vibration. On va scier à l'horizontale un bâtiment existant de 6 étages pour ne garder que les 2 premiers niveaux et réaliser en méthode de surélévation un programme de 140 logements à Pantin le long du canal de l'Ourcq. On peut intervenir avec ce matériau dans des secteurs très contraints parce que cette préfabrication permet de se glisser dans des endroits complexes. On peut faire de la grande hauteur, on peut faire des choses très esthétiques. Alors, on peut le faire, mais c'est pas simple. Moi, je dis régulièrement, c'est pas le choix de la facilité que de construire en bois, parce qu'on est dans un univers réglementaire où il faut tout redémontrer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'industrie du béton, parce qu'en fait, tous les industriels se sont penchés sur le sujet pendant les 30 dernières années, et on a pu démontrer que on pouvait accrocher n'importe quel type de bardage sur une façade béton, avec plus ou moins de précautions. De toute façon, ça tenait toujours. Sur le bois, il faut tout redémontrer. En fait, tout est possible pour un immeuble en R+1 à partir du moment où vous décollez et vous partez dans les hauteurs ou sur des matériaux un peu nouveaux. Il faut redémontrer les choses. Donc, il faut être très outillé pour ça. C'est un matériau qui demande plus d'ingénierie que la construction béton. Aujourd'hui, c'est indéniable. Je pense qu'il a fallu beaucoup d'ingénierie au début de la construction béton. Maintenant, on est là dans un renouveau de la construction bois qui nécessite beaucoup d'ingénierie. On s'applique aussi à produire des bâtiments beaux parce que notre conviction, c'est que on amènera plus facilement les gens à l'écologie s'il n'y a pas de sacrifice, plutôt que si on les amène dans des choses un peu austères et peu enthousiasmantes. Donc c'est vrai qu'on a démarré avec des grands architectes, avec Jean-Michel Villemotte, François Leclerc, et dans la jeune génération, des gens passionnants comme Woa ou Léné Roussel qui travaillent tout de suite en 3 dimensions, avec lesquels du coup on arrive très facilement à dialoguer avec des outils numériques. Et puis on fait en sorte de produire des beaux bâtiments parce que on est sûr que l'adhésion elle sera plus forte à partir du moment où on créera des belles architectures. Et puis il y a ensuite tout le confort qui est généré par ces bâtiments, qui est passionnant parce qu'on n'arrête pas de découvrir des nouvelles qualités. Plus on construit, plus on a de bonnes nouvelles, donc ça c'est plutôt sympa. Quand la performance thermique s'améliore en cours de chantier ou que la qualité de vie ressentie est supérieure à ce que vous espériez, c'est sympathique. Donc en fait ce matériau il a des qualités de performance thermique puisqu'il est très bien isolé, donc ça se traduit par une réduction de charge. Il y a un sujet qui est intéressant aussi, c'est sa faible inertie, où on se rend compte qu'en fait c'est un vrai atout, y compris dans les périodes de chaleur. Esthétiquement, on arrive à faire des choses vraiment intéressantes. Ça, c'est un immeuble de bureau qu'on a réalisé à Nanterre. On travaille aussi sur la qualité de l'air, avec des systèmes de ventilation, de double flux. Sur les prestations intérieures aussi. Encore une fois, l'idée, il n'y a pas de renoncement. Donc, en fait, on a un modèle économique qui fait que grâce au gain de temps qu'on opère avec ce mode constructif, on va gagner à peu près 4 à 6 mois, et bien on arrive à encaisser le léger surcoût qu'on a aujourd'hui de travaux, parce que je pense que tous les gens qui travaillent dans la filière bois savent que c'est quand même un vrai boulot que de maîtriser le prix de revient de ces opérations et de contenir le surcoût, parce qu'on n'est pas encore à coût équivalent. Très clairement, moi avant de m'engager dans cette aventure, j'étais chez un grand professionnel du béton. Il y a beaucoup de croyances sur le surcoût du bois, et nous, notre conviction, c'est qu'avec plus d'ingénierie, on arrive à contenir ce surcoût. On mise beaucoup d'espoir aussi sur le déploiement du BIM pour engager vraiment un dialogue très précis avec plein d'entreprises et pas que les grandes entreprises, et du coup aller chercher de la compétitivité en termes de prix de revient. Et puis voilà, on s'amuse à faire notre ambition, c'est d'inscrire aussi ce matériau qui a traversé les siècles
dans une vraie modernité. Donc on travaille beaucoup sur l'esthétique intérieure de nos logements ou de nos bureaux. On laisse ce bois apparent parce qu'on voit que les gens aujourd'hui sont très demandeurs d'ambiance naturelle. Et donc ça plaît beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, en quelques chiffres, où on en est, on a livré 350 logements, on en a mis 700 en travaux l'année dernière. On va en mettre 1000 en travaux, entre 1000 et 1200 en travaux cette année. On a plus de 2500 logements qui sont en développement en Ile-de-France et maintenant en région. On a livré déjà 12 000 m², on a 180 000 m² de bureaux en développement. On travaille aujourd'hui principalement en Ile-de-France. Pourquoi? Simplement parce qu'on a démarré de là, on était 10 personnes, donc on a concentré nos actions de développement sur l'Île-de-France. Et puis on s'attache là maintenant à aller planter aussi quelques drapeaux dans les métropoles, notamment Bordeaux, Lyon. On est allé aussi construire aux Deux-Alpes. Je vous montre quelques exemples de réalisation et puis j'ai terminé. Après je pourrais répondre à vos questions. Ça, c'est le premier bâtiment qu'on a réalisé, 140 logements. Ça nous a beaucoup aidé à démontrer que le bois pouvait changer d'échelle. On avait beaucoup limité le bois jusque-là à la construction de maisons individuelles. C'était très porté par ce secteur-là. Et puis avec cette opération de 140 logements qui était une première à l'échelle européenne, eh bien, on a pu montrer que le bois était capable d'aller plus haut, plus grand que ce qu'on imaginait. C'est une opération qui a été réalisée en seulement 11 mois. Il aurait fallu entre 18 et 19 mois pour la construire en béton. Après, on a construit à Saint-Ouen. Alors, c'est une plus petite opération, mais son originalité, c'est que, comme dans beaucoup d'endroits, on a un élu qui nous a dit « Votre histoire de bois, je trouve ça génial, mais je veux pas que ça se voit. » Donc, il va falloir me faire l'architecture que j'aime. Et l'architecture qu'il aime, c'est ça. C'est plutôt de la pierre. Donc, on a développé un système pour accrocher de la pierre en façade. Et on a développé, du coup, ce premier immeuble en structure bois. Ensuite, on a fait là 90 logements à Brie-sur-Marne avec Jean-Paul Viguier. On construit aussi cette opération qui fait une centaine de logements avec beaucoup de balcons. On ne fait pas que des choses cubiques en bois, on peut aussi travailler sur de l'arrondi. On peut travailler sur des bâtiments très modernes. Là, c'est à Issy-les-Moulineaux. Celui-ci est à Rueil-Malmaison. Il fait 175 logements. C'est un des plus grands chantiers de France, du coup, actuellement, en structure bois. On travaille évidemment beaucoup sur les écoquartiers parce que c'est vrai que pour les villes, il n'y a pas de débat, quoi. C'est très clairement un signe écologique fort. Et puis ça, je vous montre, c'est un projet qu'on développe actuellement à Lyon et qu'on va lancer en travaux à la fin de l'année. C'est la première opération bas carbone de Lyon, qui n'a pas vraiment une culture du bois, mais qui voulait s'engager justement dans un mode constructif différent. Donc là aussi, qu'il y ait des charges où il ne fallait pas que le bois se voit à l'extérieur, mais malgré tout, on va développer ici une des 10 premières tours de France en structure bois. Donc là, on sera sur un immeuble en R+16, accompagné d'immeubles de bureaux et de logements, pour un ensemble de 15 000 m². Donc ça, c'est à Lyon. Et puis notre dernier arrivé, c'est un très beau projet de près de 300 logements à Meudon, qui pour le coup, avant les Jeux Olympiques, constitue aujourd'hui le plus grand morceau de quartier en structure bois de France. Donc là, ça montre vraiment un grand changement d'échelle, c'est-à-dire que il y a encore 5 ans, c'était vraiment un acte courageux, voire un peu fou, des élus de permettre de faire des projets de cette taille-là. Et la tentation, c'était plutôt de laisser faire des opérations de 30, 40, 50 logements à l'échelle de prototypes. Et justement, là, on voit qu'on est en train de changer d'échelle, que des élus ou des aménageurs, enfin des territoires, veulent aller beaucoup plus loin, créer des quartiers complets, en fait, bas carbone, puisque maintenant, on a pu démontrer en 5 ans qu'on savait faire du très qualitatif, des belles prestations, et qu'également il y avait un vrai engouement du grand public. C'est-à-dire que, voilà, je n'ai pas beaucoup parlé des gens, des utilisateurs, mais aujourd'hui on est dans une vraie rupture où, pas seulement dans l'industrie de la construction, mais dans toute l'industrie, les gens veulent acheter responsable, et donc ils sont en recherche d'engagement sincère de société et d'un vrai marqueur écologique pour faire leur investissement qui, quand on parle d'un logement, constitue quand même un investissement d'à peu près toute une vie. Voilà. Merci.
Questions? Alors, une question là, parce que vous êtes promoteur d'Udéum, Oui. et donc derrière, il y a une filière qui réalise. Et donc, où est-ce qu'en est cette filière? Comment elle est structurée? Et puis, comment vous régulez? Puisque tu as parlé de procédés CLT, de gestion des approvisionnements. Donc, comment est-ce que tous ces éléments, vous les régulez, vous régulez la filière? La filière, pour moi, elle est en croissance accélérée en ce moment. Tous les acteurs existants sont en fort développement, les bureaux d'études se développent, les architectes s'acculturent à vitesse grand V. Le savoir-faire est encore très hétérogène, malgré tout. C'est-à-dire que quand on fait une consultation sur un projet de soulèvement en structure béton, il y a à peu près 100 entreprises qui sont capables de répondre. En structure bois, c'est plutôt 10, voire moins parfois. Donc il faut composer avec ça. Néanmoins, c'est déjà une grosse évolution d'en avoir 10, parce qu'il y a 5 ans, c'était possible de ne pas en avoir ou d'en avoir une ou deux, quoi. Donc, moi je vois que cette filière de construction, déjà, elle se professionnalise énormément. Chez les architectes, il y a une énorme envie de construire différemment. C'est-à-dire que quand on a démarré à Oudéum, on rassemblait dans des petits déj ou des trucs comme ça, des architectes en disant ah, expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas fait de bois. Et puis ils se marraient en disant bah, on n'a pas fait de bois à cause de toi. Parce que à cause de gens comme toi, bah, on a toujours fait ce qu'il fallait faire comme d'habitude, parce que vous, les promoteurs, vous êtes dans un modèle hyper industriel, que vous avez chiffré l'opération avant même de la dessiner, donc derrière, arriver avec un procédé innovant, c'est compliqué. Voilà. Mais les architectes sont très demandeurs. Après, les bureaux d'études, là aussi, on voit une grosse formation. Très clairement, il y a... Donc là, c'est la filière professionnelle. Si on remonte encore un peu avant, moi, je suis retourné faire des cours à Centrale. Bon, on est nulle part, hein. En formation des ingénieurs en structure bois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, moi, j'avais ressorti, on a fait un cours à Centrale Paris. On a ressorti le cours qui parlait de construction bois. L'application, c'était la charpente de la cathédrale de Chartres. Donc c'est sûr que quand on les a amenés à Issy-les-Moulineaux sur notre chantier, on ne pensait pas que c'était ça la construction bois. Donc on voit quand même qu'il y a un petit sujet de formation, mais je pense que ça se soigne néanmoins. Après, il y a la question de l'approvisionnement. Est-ce qu'on est capable de tout faire en bois français? Parce que c'est une question là, qu'on s'est beaucoup posée sur toute la période des Jeux Olympiques. On va voir. On va voir. J'ai pas de réponse absolue là-dessus. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que la filière française veut le faire. Il y a plein de passerelles qui se créent à vitesse grand V, motivées par des très grands projets. Et nous, du coup, on est très contents de pouvoir participer déjà à donner une vision long terme, un plan de charge. Parce que je pense que ce qui est important pour que des industriels s'organisent et investissent, c'est de savoir qu'il y a des gens comme nous qui sont en train de programmer des plans de commande à horizon 3-4 ans. Quoi. Et ça va aider. Je suis convaincu que ça va aider. Quoi. Est-ce que ça répond Parce que tu as parlé des architectes, des bureaux d'études, de la pro, mais pas des constructeurs de CLT. Oui, alors les constructeurs de CLT, aujourd'hui, il y en a en France. Il y en a un qui s'appelle Pifto notamment, qui a fait des très grands investissements dans les 3 dernières années et qui aujourd'hui est capable de produire un CLT français vraiment de grande qualité. Le marché, je l'ai dit dans ma présentation, ça a été impulsé plutôt par nos voisins européens, mais c'est en train de se soigner, quoi. Voilà. Donc il y a encore un besoin de développement de CLT en France. Ouais, il y a un besoin de développement, mais en fait, pour moi, c'est en train de suivre justement, c'est en train de suivre la production qui est en train de se structurer. C'est-à-dire que, de toute façon, on va pas passer du tout béton au tout bois demain. Donc la filière, elle s'organise. Après, Monsieur Pifto, il dit très bien, il dit, faut pas me demander de changer la forêt en un an. La forêt, elle se construit en 30 ans. Donc là, voilà, maintenant que les convictions fortes et que la prise de conscience sur les sujets des émissions de carbone, c'est quand même durablement installé, j'en suis convaincu, et bien maintenant on va pouvoir s'engager dans des stratégies plus long terme de développement de filières de bois de construction.
Et pourquoi le promoteur qui est Woodeum a choisi le CLT, tout le CLT, rien que le CLT, et pas l'autre? C'est pas tout à fait ça. En fait, on n'est pas que dans tout le CLT, parce qu'on mixe ça avec de l'ossature bois sur certains projets. Pourquoi aussi on a choisi ça? Parce qu'on voulait s'attaquer à la grande hauteur, enfin la grande échelle, et que l'ossature bois, par définition, elle est très opérante jusqu'à 3-4 étages. Au-delà, c'est plus compliqué. Et nous, la majorité de notre portefeuille se développe plutôt autour du R+8. Et puis après, c'est vrai qu'on a, pour embarquer les utilisateurs finaux, on croit beaucoup au côté massif. Le truc, hein, ce réflexe que tous les gens ont quand ils vont visiter un appartement, de cogner dans les murs pour savoir s'ils sont porteurs, c'est un effet psychologique qui est très fort. Et c'est vrai que nous, on voit que dans nos constructions, il y a un côté très rassurant pour le grand public de savoir qu'en tapant dans un mur, ça sonne plein. Excusez-moi, c'est quoi CLT? CLT, ça veut dire Cross Laminated Timber, qui en français se traduit par bois lamellé contre croisé. C'est quoi le coût de construction d'un projet bois non, merci. Avec son équivalent béton? Il y a en écart, enfin on l'a mesuré sur certains projets, par exemple la première opération de Rissorangis, que j'ai montré qui faisait 140 logements. On l'a chiffré, donc on l'a acheté nous à 1470 € du mètre carré habitable, et Eiffage, qui était le constructeur avec Matisse de cette opération, nous a dit qu'en béton ça aurait coûté 50 € moins cher. Donc, architecture égale. Architecture égale, ouais. Et malgré le fait que vous mettez 2 fois moins de temps à construire qu'un projet, donc... Ouais. Aujourd'hui, le gain de temps, il est compliqué à... Enfin si, on arrive à le monétiser. Après, nous, on a beaucoup de conviction sur le fait qu'il y a une facilité accrue à développer des corps d'état secondaires sur un support en structure bois. Et très clairement, aujourd'hui, on n'achète pas moins cher les corps d'état secondaires quand il y a un support bois qu'un support béton. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal d'espoir encore sur cette réduction de l'écart de prix entre béton et bois. Que ce soit déjà compensé pour partie dans le coût de l'entreprise générale, parce que s'il n'y a que 50 balles, c'est que même s'ils ont 100 balles, ils ont 20 balles de DS en plus sur la réduction des délais. Oui, là après on avait fait chiffrer 2 fois pour l'entreprise générale. Donc, oui, mais justement, si leur chantier gagne 6 mois, ils vont avoir 6 mois de frais de chantier en moins, c'est clair. Et d'ailleurs, au début, le gros de nos négociations, c'était sur la conviction du partage du planning. Parce que ça défend le prix. D'autres questions? Alors, le fait de parler dans le micro, c'est pour que les questions soient aussi enregistrées. Sinon, on n'entend que les réponses et c'est un peu dommage. Moi, je me demandais un peu sur la question de la durabilité du bois par rapport au béton. C'est quoi un peu la différence entre les deux matériaux? Aujourd'hui, le bois, c'est le matériau sur lequel on a le plus de retours d'expérience, parce que c'est les plus vieux bâtiments encore debout sont en structure bois. Donc cette question, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est-à-dire qu'on a créé les garanties du béton sur la durée de vie du béton. Et on ne s'est jamais posé la question du bois, parce que le bois, les bâtiments, ils ont 200 ans, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. L'enjeu, en revanche, c'est de bien l'isoler des grandes variations de température et des grandes variations d'humidité, parce que ce que le bois n'aime pas, c'est des changements radicaux d'ambiance thermique ou d'humidité. Donc c'est pour ça que nous, on l'expose jamais à l'extérieur, on l'utilise en structure, on l'isole par l'intérieur, par l'extérieur, pour faire en sorte qu'il soit dans une atmosphère stable. Voilà. Et après, je voulais répondre aux questions que tu as posées tout à l'heure. Le feu, le côté massif du bois le protège très bien du feu. Aujourd'hui, on dimensionne les bâtiments pour qu'ils soient coupe-feu une demi-heure, 1 heure, 2 heures, en jouant sur l'épaisseur en fait, de la structure bois. Parce que le bois, contrairement au béton, a un comportement très prévisible au bois, c'est-à-dire qu'il va se consumer 0,7 mm par minute, et donc ça permet en fait de savoir exactement comment il va évoluer dans le temps, là où l'acier du béton peut avoir un comportement plus imprévisible et créer des effondrements brutaux. Et puis ta deuxième question, c'était sur les cols
cols utilisés sont des cols sans formaldéhyde, non Colle et émissives. les traitements pour le C'est un défaut des bois collés qui existaient il y a une trentaine d'années. Effectivement, voilà, il y avait très clairement eu des erreurs d'utilisation de colle et qui a été largement corrigée depuis. Il n'y a pas que les colles, il y a plein de traitements qui sont apportés pour que le bois vieillisse. S'il te plaît, tu redis pour le Remettre dans le micro. Il n'y a pas que les colles, non? Ou il y a que parce que le bois, il faut bien le traiter pour qu'il dure, pour qu'il ne se déforme pas dans la durée. Non, il n'y a pas de traitement. En fait, le bois il est asséché. Après, il n'y a pas de traitement particulier. Enfin, je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur le traitement du bois, mais sur les sujets de termites, sur les bardages, éventuellement. Ah, sur les bardages. Une problématique importante qui apparaît en France, c'est la termite. Le territoire le territoire donc les zones dans les présents où la termite est présente est de plus en plus importante en France. Et ça, c'est une vraie problématique. Et juste pour répondre à monsieur, en complément de la pérennité du bois, il faut savoir que le bois est le premier matériau de Paris. En volume, c'est le matériau qui aujourd'hui, en volume, de manière générale, ça reste le premier matériau présent dans la construction des immeubles parisiens. Donc c'est séculaire, donc c'est dire que la pérennité n'est pas un problème dans l'utilisation du bois. Vraiment pas. On parle de bâtiments, premier bâtiment bois paille à 500 ans. Et les constructions qui ont été faites au Québec, quand elles sont arrivées il y a 400 ans aussi, tiennent toujours. Donc c'est sûr qu'on a un peu de mal à comprendre cette question de pérennité. Mais néanmoins, les termites sont un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait contre les termites, justement? Quels sont les moyens de lutter? Il y a deux outils. Il y a la barrière physique naturelle. Donc en fait, je disais souvent, on fait des rez-de-chaussée en béton. C'est un des outils qu'on utilise justement pour éviter la remontée des termites. Et sur des zones vraiment très exposées, on peut aussi appliquer des lasures qui viennent le protéger. Qui est là aussi une invention française, parce qu'en fait, si vous allez dans les pays voisins, le sujet des termites n'est pas du tout traité de la même manière. On combat les termites simplement en surveillant la structure. Et quand on voit que les zones sont attaquées, on les traite. C'est tout. Bon, en France, on est encore plus précautionneux. J'étais architecte à La Réunion pendant 10 ans, et donc l'obligation de traiter les bâtiments préventifs était obligatoire. Donc les barrières physiques, c'était des nylons sur lesquels les cordeaux n'adhèrent pas, parce que la termite va chercher naturellement dans la fibre du bois, c'est un des matériaux, le matériau. Oui, voilà, c'est ça. Et donc ces barrières anti-thermiques qu'on met au niveau des fondations permettent évitent à ce que les termites se créent leur propre chemin jusque dans les bâtiments. Donc les solutions sont parfaitement bien étudiées aujourd'hui. Et notamment la réglementation, notamment par rapport aux traitements chimiques, a radicalement changé, parce que les traitements chimiques étaient des traitements assez lourds. Et actuellement, ils sont quasiment interdits. On ne peut plus balancer des produits et de faire de l'épandage, ce qu'on appelait de l'épandage des parties de fondation. C'est interdit, je pense que c'est strictement interdit maintenant. Il y a la question. Excusez-moi, juste j'ai une question. Vous évoquez le sujet des réglementations et que sur chacun des projets, il faut tout justifier. Est-ce que vous, dans votre rôle de développeur immobilier, vous intervenez à certains niveaux pour faire évoluer les réglementations et qu'on soit moins obligé de rejustifier chaque façade, chaque détail technique à chaque projet? D'abord, quand on développe des solutions techniques de façade, on fait en sorte de ne pas les utiliser qu'une seule fois et de les redéployer à plusieurs reprises. Et après, oui, bien sûr, en fait, on est beaucoup interrogé par le gouvernement aujourd'hui sur comment simplifier le déploiement de ce mode constructif. Et donc, oui, on donne bien volontiers nos idées. Il y a des sujets de gabarit de bâtiments, parce que j'en ai pas parlé, mais les bâtiments bois sont légèrement plus hauts que des bâtiments béton pour avoir des espaces libres, des hauteurs libres équivalentes. Pour des questions de traitement acoustique, ce sont des bâtiments qui vont produire des planchers plus épais,
que des planchers béton. Donc on s'est appliqué à faire savoir ça, à ce que du coup, quand une ville modifie son PLU, elle raisonne plus non plus en hauteur de bâtiment, mais plutôt en nombre de niveaux. Tout ça pour éviter de disqualifier des matériaux. Et puis, il y a pas mal de sujets. Il y a des associations qui sont très bien organisées pour faire porter ce message, type Adiv Bois ou autres, dans lesquels il y a plein de collèges d'experts qui rassemblent un peu les difficultés et puis qui font connaître des moyens simples qu'on peut développer ou simplement transposer des choses qui existent déjà dans nos voisins, chez nos voisins européens. J'ai encore une question en allant doucement dans la réponse. Les enjeux carbone, comment vous les exprimez au mètre carré, à l'habitant, au ménage, en équivalent de parcours voiture, enfin en allant doucement, quelques ordres de grandeur s'il vous plaît. Ouais, je vais remettre ça. Tac. Si Bordeaux avait été construit différemment, enfin, des trucs de ce genre. Ça, je peux pas vous dire. Je connais pas assez bien Bordeaux, moi je suis breton. Non, mais attendez, je vais en montrer. Hop. Ça. Voilà, un logement, c'est 60 mètres carrés en moyenne, hein, c'est un 3 pièces. Ça. Le construire en béton, le construire en bois, pardon, plutôt que de le construire en béton, ça va éviter d'émettre 30 tonnes de CO2. 30 tonnes de CO2, c'est ce que va émettre un automobiliste pour faire 120 000 km, où ça correspond à l'émission carbone de 44 années de chauffage au gaz de ce même logement, ou de 250 années de chauffage à l'électricité de ce même logement. J'ai pas la comparaison toute faite pour Bordeaux, je suis désolé. Oui, est-ce que vous préconisez des fenêtres en bois dans les immeubles essaie, en bois ou ce cohérent, sera toujours du PVC? Non, on fait plutôt du bois aluminium au maximum. Pas bois forcément, ça nous arrive, ou bois aluminium pour avoir quand même un revêtement extérieur solide. Encore une question? Non, plus de questions, donc je vous propose de continuer. Ah, il y en a encore une. Oui, juste une petite dernière. En matière de durabilité, les solutions que vous avez évoquées en façade donc pour ne pas exposer le bois, est-ce que ce sont les mêmes que celles qui sont utilisées chez Greenflex pour la rénovation? Enfin, ce sont les mêmes types de solutions? Non, c'est pas les mêmes solutions, parce que nous on vient avec un mur structurel porteur en bois massif. Vous n'êtes pas sur des éléments porteurs, me semble-t-il, de ce que j'ai vu ici. Si, nous, c'est aussi des structures porteuses parce que tout simplement ça a été designé avant tout. Enfin, les solutions qui sont aujourd'hui utilisées pour les premières rénovations, c'est des solutions qui sont compatibles avec le neuf. Parce que c'est beaucoup plus simple de designer une seule solution. Par contre, la différence, c'est que nous, il y a l'isolant et les menuiseries qui sont intégrés aussi en préfabrication en usine, alors que vous, c'est juste Et en matériaux de façade, de recouvrement, qu'est-ce que vous utilisez? En fait, les rénovations Énergie-Sprong, nous, on n'est pas préconisateur de solutions. C'est-à-dire qu'on a juste notre cahier des charges et on demande au groupement de proposer des solutions qui rentrent dans ce cahier des charges. Ce qui fait qu'on peut avoir de tout comme recouvrement, on peut avoir du métal comme on a vu sur Neotoa, comme du bois ou des structures un peu innovantes avec des composites qui font des allures briques comme on a vu sur M. Enfin, on n'est vraiment pas du tout prescripteur en termes de ces solutions-là et on a un panel de solutions très très large. Jusqu'à aller à la pierre, Bordeaux, vous parliez de Bordeaux, Bordeaux a imposé la façade lourde sur la structure bois. Parce que Bordeaux est une ville de pierre. Et donc ils imposent la pierre sur le bois. On peut tout faire sur le bois. Déjà, le spectre est exactement le même que sur le béton en termes de finition de façade. Et souvent, je dis à mes clients, il faut se sortir du cliché du chalet suisse. Quoi. En fait, c'est tout sauf ça, quoi, en fait, la structure bois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de continuer à l'étage supérieur devant quelques enregistrements, les discussions qu'on a pu avoir dans les bâtiments en bois.
Oui, je voulais juste vous dire une chose. Notre prochaine conférence est le 25 mars et c'est sur le sujet lié entre les problèmes climatiques, les problèmes d'énergie et tout l'impact que ça peut avoir sur l'économie et sur l'évolution économique. Le PIB en particulier et tous les problèmes d'économie. Donc quels sont les liens qu'il y a entre énergie, climat et économie, parce qu'on veut faire parfois changer des choses pour protéger le climat, mais quel est l'impact que ça va avoir sur l'économie, etc. Voilà. Alors, je ne suis pas centralien. Vous prenez des noms centraliens? Oui, l'audience. D'accord. En fait, je suis banquier de. Ah oui, de Wooded. Ah d'accord. Ah oui, Non, même pas de Wooded, en fait, de Greenflex. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc, je serais très intéressé par la prochaine. Ah bah oui. D'accord. Bah, Vous êtes cordialement invité. Hein. tous les mois. Il y en a une tous les mois depuis D'accord. 2006. Oui, oui. Je viens régulièrement. Bah, j'espère bien. J'espère bien. Bravo. Merci. C'est Fabrice Marcella qui m'a envoyé un mail pour me demander si on pouvait le prendre. Et je lui ai répondu oui, tout à fait, gratuitement. Oui, Hein. comment il s'appelle? Fournier. D'accord. Je les fais sortir de leur limite.